retrouve pour un nouveau podcast Limitless. Donc déjà, merci à tous de m'écouter. Pour toutes les demandes de coaching, alors je vous laisse mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus. Pour les compléments alimentaires, je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition. Vous allez tout retrouver, toute la qualité. Donc avec mon code promo AEC10, vous avez donc 10% sur tout le site. Et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast. Encore merci d'être au rendez-vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, aimer, etc., etc. Et bonne écoute à vous. Faut surtout bosser. Ouais, surtout. Bon, bienvenue sur ce podcast. Ouais, mais après, c'est parce que toi, t'as un peu de clients. C'est pour ça que tu as le temps de bosser, toi. C'est pour ça. Merci les gars. Merci d'être de retour. Parce que tous les deux, vous étiez déjà venus. Donc, merci. Comment vous allez déjà? Première chose, quand même, c'est important. Vas-y, Anthony, Louis. comment vas-tu? Ah ouais. Narrateur, vas-y. Trop de politesse, les gars. Bah écoute, je vais très bien. Et vous, messieurs, comment allez-vous? Très bien aussi, merci. Et toi, Alex? Eh ben, écoute, ça va. Moi, je mange bien, je m'entraîne bien, tout va bien. Ça se voit. Ça se voit que je mange bien? C'est bon. Ouais. C'est bon signe. C'est bon signe. Bon, l'objectif, on va parler entraînement. Ce qu'on voulait faire, c'est ce qu'on s'était dit, c'était un petit peu parler science versus, enfin la théorie versus la pratique, et puis peut-être quelques mythes qui vont venir. Notamment, je pense qu'on va forcément parler du débat nati versus chargé, etc., etc. Et l'idée, ça aurait été de faire en plusieurs parties, pour structurer un petit peu les choses en tout cas, de parler d'abord du volume d'entraînement, après de l'intensité d'entraînement, après d'autres choses. Donc, ben voilà, je pense qu'on peut attaquer. Et ben on attaque sur le volume d'entraînement. Alors du coup, comment vous voyez déjà la chose au niveau du volume d'entraînement? Comment vous fixez votre volume d'entraînement ou à vos clients, de toute façon, peu importe. Et puis voilà, allez, c'est parti. Vas-y, Louis, je t'en prie. Bah, non, mais j'ai commencé avant. Vas-y, Anthony. Ok, si tu veux. Alors, je pense que déjà, il faut différencier comment je le fais à titre personnel et comment je le fais aux clients, parce que c'est vraiment deux notions qui sont différentes. Déjà, quand on le fait pour soi-même, il y a une notion fondamentale à avoir, c'est qu'on n'a pas assez de recul, contrairement à quand on le fait à quelqu'un. Donc, je trouve que même avec l'expérience au bout de 15 ans, quand je fais quelque chose pour moi, je suis toujours moins bon que quand je le fais pour un autre, à cause de justement ce manque de distance, ce manque de recul, et le fait que les émotions et tout un tas de paramètres peuvent rentrer en compte et venir perturber. De manière personnelle, je suis du coup pour de moins en moins de volume, et c'est-à-dire surtout en nombre d'exercices en fait, plus en nombre d'exercices qu'en nombre de séries en soi. Voilà. Après, pour les clients de manière générale, le problème, c'est que le niveau des clients, de mes clients, par exemple, à moi, à titre personnel, il est assez disparate. Donc, tu peux avoir des gens débutants, comme tu as des gens qui ont 20, 25 ans de musculation, qui font des concours, peut-être même NPC internationaux. Et là, eh bien, le volume, il peut changer d'une personne à l'autre. Donc c'est ça qui est assez compliqué. Après, je pense que la notion fondamentale en termes de volume qu'il faut retenir, c'est que faire pour faire, c'est inutile. C'est-à-dire que des fois en musculation, on a tendance à se dire que plus on en fait, mieux c'est. Et en fait, après c'est que mon avis, mais c'est pas forcément vrai, et que des fois rester déjà, il y a une notion à retenir, c'est que c'est pas parce que tu restes 2 heures à la salle que tu fais beaucoup de volume, puisque les gens souvent ont tendance à se fier à la longueur des séances. En réalité, le volume que tu as dans une séance et la longueur de la séance dépend aussi des temps de récupération que tu as. C'est Gundil qui explique très bien ça. Il dit, je dis à Gundil, mais Gundil, il s'entraîne 10 heures par jour. Et il s'entraîne pas 10 heures par jour. Le gars se repose 30 minutes entre chaque série. Donc, au final, il s'entraîne vraiment peut-être 1 heure. Voilà. Donc, je pense que la notion fondamentale à avoir, c'est ça. Et que du coup, c'est une question qui reste très individuelle. Voilà. Oui, à toi. Alors, je rejoins le dernier point sur la notion d'individualisation. C'est-à-dire que je pense que le plus dur
pour définir le volume d'un client, c'est sur la base, parce qu'on sait pas encore, on connaît pas le client, on sait pas comment il va réagir à la fatigue liée à l'entraînement. Donc, le plus compliqué, c'est de faire le plan de base, parce qu'ensuite, forcément, au fur et à mesure des programmations qu'on va faire, bah, c'est de plus en plus simple, parce qu'on sait le volume qu'il peut tolérer et s'il en a besoin de plus ou de moins. Mais après, d'une manière générale, moi, je vais rejoindre le fait que souvent, quand on est débutant, vu qu'on met moins d'intensité, on a besoin de plus de volume que quelqu'un d'avancé. Contrairement à ce qui se disait beaucoup pendant un temps, car pendant un temps, ce qui se disait, c'était, bah, si vous êtes plus avancé, vous pouvez mettre plus de séries par groupe musculaire par semaine. Mais dans la pratique, c'est faux, parce que du coup, vos séries sont bien plus proches de l'échec que ce qu'elles le sont lorsque vous êtes débutant. Donc, à partir de ce moment-là, et je sais pas, tu veux qu'on donne un nombre de séries approximatif? Ouais, bah Alex, je sais si on pas. peut, parce que de toute façon, mais bon, c'est pareil, il faudrait qu'on passe tous les mêmes groupes Mais c'est musculaires dans ça. ce cas. En fait, c'est ça, c'est compliqué d'évaluer parce que là, pour le coup, c'est par rapport justement, bah, parce que le but, c'était aussi de parler de science versus de pratique. C'est vrai que dans la littérature scientifique, on avait le fameux truc d'environ 10 à 20 séries par muscle par semaine. Alors après, déjà, j'irais argumenter, ça dépend de la manière dont tu comptes. Parce que par exemple, est-ce qu'un développé pectoraux, tu le comptes comme 0,5 de triceps en nombre de séries ou pas? Parce qu'il y a quand Oui, même une fatigue accumulée dessus. Et ensuite, je pense que ce nombre-là, plus tu es avancé, moins tu en as besoin. Parce que j'ai des personnes très avancées en coaching qui font 6 séries, par exemple, pour les quadriceps par semaine et qui progressent dessus. Mhm. Donc, encore une fois, je pense que la notion qui vient primer, c'est la personne. l'individualisation du volume. Ouais, en fonction de. C'est-à-dire que tu fais une fourchette approximative quand tu commences la première programmation de la personne et au fur et à mesure, tu l'ajustes. Bien Donc, sûr. voilà ce que j'en pense. Ouais, c'est exactement ça. En fait, bon, déjà, chaque personne est individuelle. Je pense qu'un débutant, effectivement, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'il, la notion d'intensité, c'est-à-dire de vraiment pousser lourd à l'échec. Enfin, c'est pour résumer, on va dire la définition. On l'a pas quand on est débutant. Je pense que tous les deux, quand vous avez attaqué aussi, on pouvait faire des séances très longues, mais parce qu'en fait, finalement, on faisait beaucoup de du volume poubelle un petit peu, donc c'est pour ça. Et puis après, au fur et à mesure, je reprends toujours l'exemple de Dorian Yates, même si c'est un extrême. Il disait ouais, mais si je suis la théorie comme quoi plus l'âge avance, plus je suis capable de faire de volume d'entraînement, je vais m'entraîner 6 heures par jour, mais est-ce que je serai plus musclé? Bah non. Et c'est le cas en fait, parce que bah, logiquement, en tout cas, quand on apprend à s'entraîner, le volume d'entraînement est plus compliqué à soutenir parce qu'on est capable de mettre plus lourd, parce qu'on est capable d'aller plus proche de l'échec, parce que plein d'autres paramètres, parce qu'il y a aussi le côté vie, parce que je veux dire, quand j'ai attaqué, j'étais lycéen, enfin oui, début du lycée, je veux dire, le stress, j'en avais pas trop, la fatigue extérieure, j'en avais pas trop, versus quand t'as une vie professionnelle active, etc., etc., c'est plus compliqué aussi, ta fatigue, c'est pas la même, t'arrives à moins, comment dire, moins avalé entre guillemets du volume, surtout enfin je pense qu'aussi il y a un facteur âge mine de rien, donc voilà, et puis il y a le facteur sexe aussi. Je pense que les femmes versus les hommes, il y a un volume par rapport, si on reprend l'exemple vraiment par muscle, je pense que les hommes sont capables de moins tolérer de volume, par exemple sur les quadriceps comme tu disais Louis, versus les femmes qui peuvent en faire un peu plus. Ce qu'on voit d'une manière générale par rapport au volume chez les femmes, c'est que globalement, elles peuvent récupérer un petit peu plus vite, tolérer un petit peu Ouais. plus de volume. Et c'est sûrement sur l'ensemble du corps. Après, encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment, enfin, à quel point, quelle est Mhm. la différence entre les hommes et les femmes? Je sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est possible. Après, je pense que ça, on va toujours venir se ramener à la même chose, qui est la proximité à l'échec. Parce que après, Mhm. si t'es, mais souvent c'est ça, c'est en fait quand tu débutes, les personnes que vous avez peut-être en coaching qui débutent, elles ont aucune notion de ce qu'est l'échec musculaire. Et par exemple, si vous leur mettez dans leur programme fait entre 9 et 12 reps, bah, elles vont en faire 12, elles vont pas chercher à en faire plus, même si elles auraient pu en faire plus. Et du coup, Mhm. c'est plus ça souvent le problème. C'est la même chose. C'est pendant longtemps ce qu'on voyait quand les personnes explicitaient des programmes, c'était par exemple fait 2 séries de 12, 2 séries de 8. Mais donc la personne, elle n'aura pas tendance à aller plus loin que les 12 Alors, répétitions. Elle cherchera juste pile à en faire 12. Et c'est pour ça ouais. qu'en fait, il y a beaucoup de reps en réserve et que ces personnes peuvent faire énormément de volume. Parce qu'au final, elles sont peut-être à 3, 4, 5, voire même souvent plus reps en réserve. Donc, c'est Ouais, souvent ça le problème. c'est juste que de toute façon, avec l'expérience, quand tu coaches beaucoup de gens, c'est vrai que tu te rends compte qu'un problème récurrent, c'est que tu peux parfois donc faire des programmes que toi, en termes de volume, tu as déjà effectué. Donc, c'est-à-dire, tu sais comment ça se passe quand tu fais, je dis une bêtise, 16 séries sur les quadriceps.
On sait que, par exemple, 16 séries sur les quadriceps, pour nous, c'est énorme. Eh bien, si tu le mets en place à quelqu'un qui, comme le dit Louis, est relativement débutant, voire même intermédiaire, il se peut que la personne te dise, bah, je trouve que pour les quadriceps, j'en fais pas beaucoup, j'aimerais en faire plus. Et ton premier réflexe, c'est de lui dire, mais c'est pas possible. Tu vois, tu te dis comment c'est possible. Et c'est là où, effectivement, comme c'est quelque chose qui est récurrent, alors j'ai pris un exemple extrême, 16 séries, mais ça peut être pour un peu moins, tu te rends compte que c'est là où il faut enseigner aux gens que ce qui compte, c'est pas la quantité, mais la qualité, et qu'il faut essayer de rendre chaque série la plus productive possible pour, au final, ne pas faire pour faire, effectivement. Et après, c'est là où ça se complique parce que tu as des gens, quand tu vas leur dire de comment optimiser chaque série, qui vont aller carrément trop loin, et alors eux, ils vont aller au-delà de l'échec, ils vont faire des répétitions forcées, etc. Et puis d'autres qui vont faire le minimum. Donc, c'est là où, en fait, c'est la personnalisation qui est toujours la clé. Tu as la théorie, puis après, tu as la pratique, et c'est là où ça se complexifie. Ouais. Et au final, c'est toute la difficulté d'être un coach. Être un coach, c'est aussi être capable de transmettre à des gens qui comprennent pas l'information de la même manière l'essentiel, tu vois. Et c'est là où ça se complique. Il y a le côté aussi où tu vois, j'ai l'exemple de quelqu'un que j'ai récupéré il y a pas longtemps. Et en fait, il me disait, ouais, mais avec mon ancien coach, on avait vraiment réduit le volume parce qu'en fait, on s'est aperçu que le volume d'entraînement, j'arrivais pas à l'encaisser. Et pourtant, c'était du genre 3 séries par exo sur 3 exos, ce qui est pas non plus énorme en soi. Et en fait, au début, je me suis dit, bon, bah effectivement, peut-être que t'as une récupération, toi, qui est plus compliquée, machin. Et puis, il est venu à me dire, en fait, ce qu'il faisait par série. Et effectivement, en fait, son coach lui demandait d'aller à l'échec sur chaque série, donc ça, c'est une chose. Mais c'est pas un échec normal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à chaque série, il avait le droit à 2 rest-pauses. Donc à chaque série, il devait faire 2 rest-pauses pour aller le plus loin possible. Et là, j'ai compris, je me suis dit, oui, si tu fais des rest-pauses sur chaque série, sur tout ton entraînement, ta récupération, c'est pas la même. Donc, oui. le volume, du coup, oui, forcément, tu peux pas encaisser le même. C'est clair et net. Et après, par rapport à la question du volume et de l'intensité aussi, il y a des gens qui ont besoin de plus de volume parce qu'ils aiment pas s'entraîner à l'échec. Oui, c'est vrai. Faut prendre en compte aussi, et c'est ça dans le coaching, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui volontairement veulent pas parce que ça fait mal, c'est pas grave. Et en vrai, pour de la population générale, j'ai envie de dire, ça peut être compréhensible. Hein, tout le monde ne veut pas. Enfin, il y a des gens qui s'entraînent aussi parce qu'ils aiment s'entraîner. Ouais. Et tu peux aimer t'entraîner et aimer aller à la salle sans t'entraîner à l'échec. C'est pour ça que c'est pas spécialement une obligation et ces gens auront juste besoin de plus de volume sûrement, tu vois. C'est ça. Surtout sur les gros exercices. Ça peut se comprendre aussi qu'il peut y avoir parfois une certaine crainte parce que ça peut demander de mettre des charges importantes. Ouais. Tu prends une presse à cuisse par exemple, bah voilà, ça peut faire peur. Donc effectivement, moi je pense toujours que la personnalisation c'est la clé et que des fois il faut arrêter de nous par exemple, on va idolâtrer les gens comme Dorian Yates et se dire c'est comme ça qu'il faut s'entraîner. En fait, des fois, il faut un peu sortir de ce tunnel. Et ne pas penser que parce que tu t'entraînes pas comme ça, t'es faible ou tu t'entraînes mal ou c'est pas efficace. Voilà, comme l'a dit Louis, en fait, c'est en fonction de ton objectif et en fonction de comment tu ressens les choses et comment tu évolues qu'il faut s'adapter tout simplement. Après, c'est aussi la différence entre un principe et des méthodes. C'est-à-dire que le but, c'est d'appliquer un grand principe à tout le monde et les méthodes, c'est ça ce qu'on individualise. C'est-à-dire le volume, etc. Ça, c'est des méthodes en soi. Le grand principe, c'est juste la surcharge progressive et progresser sur les entraînements. Et à partir du moment où ça s'est fait, ce qui doit primer, comme tu l'as dit, Anthony, c'est la personnalisation pour les clients suivant ce qu'ils apprécient également. Alors, je pense qu'il faut apprendre un certain goût de l'effort et évidemment avoir des bonnes techniques d'exécution, etc., etc. Mais il y a quand même une part où la personne doit quand même prendre du plaisir à sa propre progression et donc le volume, c'est quelque chose qui dépendra aussi de ce que veut l'individu. Ouais, de ce qu'il veut, et puis de ce qu'il peut aussi. C'est vrai que, comme tu dis, s'il aime s'entraîner comme ça, bon, bah, tu vas pas lui dire non, tu es obligé de t'entraîner comme Mike Penzer, de faire une série à l'échec, et puis tu rentres chez toi. Et puis aussi, bah, il y en a qui aiment beaucoup le gros volume, et sauf que, bah, ils ont pas le temps non plus dans la journée pour faire ça. Donc bon, bah faut trouver un juste milieu, mais c'est ça qui est bien dans le coaching, c'est que en discutant en général avec la personne,
tu arrives à trouver le volume idéal aussi. Comme tu dis, Louis, on part sur une base, et puis après, en fonction des retours, de nos discussions, de notre communication, on arrive à trouver ce qu'il faut. Parce que c'est aussi la mode de mettre 2 séries, 3 séries, enfin non, deux séries par exercice, mais il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas rentabiliser 2 séries par exercice. Oui, non, c'est quand même, ça demande quand même un certain niveau aussi de recrutement musculaire. En fait, je pense qu'il faut pas oublier là-dedans, c'est que ta capacité à savoir contracter et recruter le muscle, elle est importante. Il y a une différence entre bouger des charges et juste faire pour faire, encore une fois, et être productif. Et autant dire que si tu débutes et que tu fais juste 2 séries sur les pectoraux, et qu'en plus les pectoraux c'est pas anatomiquement, structurellement un point fort forcément chez toi, je pense que tu vas avoir beaucoup de mal à sentir les pectoraux tout simplement. Bah, c'est le problème de cette mode-là, c'est que comme tu dis, en fait, il y a beaucoup de nerveux qui prend le pas sur le musculaire, sur le principe top set, back off set, typiquement. Finalement, quand t'as pas assez d'expérience, ça va être ton nerveux qui va te faire pousser. Tu vas pousser, c'est pas un souci, mais tu te rends compte que oui, tu as une surcharge progressive au niveau du poids, mais finalement, musculairement parlant, il n'y a pas tant de surcharge progressive, et ça c'est un peu le danger entre guillemets de cette technique, on va dire. Ouais, et puis je pense que le problème, c'est que les gens aussi ont tendance à penser que ceux qui prônent ça un petit peu sur les réseaux sociaux, ils arrivent à la salle, ils se mettent sur la machine, ils font une Ouais. série et ils repartent. Et ils voient pas tout ce qui est en amont, tu vois, ils voient le réel. C'est un peu les réseaux sociaux. Tu vois le réel d'1 minute 30, donc le gars fait une série, je dis une connerie, 6 répétitions et force à mort, et puis il part. Et puis il te dit, je fais une série. Et les gens se disent, ok, donc vas-y, je vais à la salle, je mets tout le poids et je fais une série. Mais bien sûr qu'avant, il y a des séries de chauffe, il y a des séries de préparation. Donc en fait, tu as une série où l'influenceur, l'athlète, peu importe en question, va à l'échec et force vraiment. Et ça veut pas dire qu'il fait une série sur l'exercice dans la séance. Il faut aussi à un moment prendre du recul vis-à-vis de ça en fait. Sur cette méthode-là, c'est marrant, je me suis entraîné mardi avec Amine qui se prépare du coup là pour un régional en fin d'année, un pro qualifier en fin d'année. Et on a fait les jambes. Et du coup, il m'avait demandé de revoir son plan d'entraînement, machin. On a fait les jambes ensemble. Et justement, le seul exo où je lui ai mis un top set, back off set, c'était le squat guidé. Et je vois sur le warm-up set, et il me fait 20 séries alors qu'il y avait déjà 3 plaques. Il fait 20 reps avec déjà 3 plaques. Je lui dis, mais ça, c'est pas un warm-up set, t'es déjà en train de te cramer. Ton top set, il va être inutile. Et du coup, bah oui, mais il m'a dit, ah ouais, mais j'avais pas compris ça comme ça et tout. Et voilà, le problème, c'est comme tu dis, Santo, c'est que t'arrives, tu vois le top set de la personne sur Instagram, tu dis, ok, bah c'est bon, j'ai juste ça à faire. Et souvent, bah, soit la partie échauffement, entre guillemets, est négligée, soit c'est un cramage complet avant et ton top set, bah, il ressemble à plus rien, quoi. Oui, parce que après, si tu regardes, c'est exactement comme Dorian Yates. Dorian Yates, effectivement, il est connu pour faire une série, mais il faisait pas une série. À chaque exo, il avait des séries de préparation avant. Donc au final, son volume, c'était pas une série par exercice, c'était deux ou trois, parfois 4. Donc c'est là où faut aussi le rationaliser en fait. C'est que ok, c'est pas 3-4 séries à l'échec, mais c'est pas parce que tu ne fais pas une série à l'échec qu'elle ne compte pas dans ton volume d'entraînement aussi. C'est là où faut faire Après, attention. il y a des personnes que j'appelle les diesels aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils ont besoin d'un volume important parce qu'en fait, t'es obligé de faire au lieu de faire un top set où tu commences par ta charge maximale, on va dire, eux, ils ont besoin de monter en gamme. Et ça, c'est pour ce que j'appelle un peu des diesels, c'est-à-dire qu'au plus la séance passe, au mieux ils sont. Et du coup, bah, forcément, ton volume est un peu plus élevé parce que bah, t'es obligé de monter en gamme. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Et c'est souvent ce que font indirectement beaucoup de personnes. Parce que beaucoup Ouais. de personnes sur beaucoup d'exos mettent par exemple, je sais pas, ils font 12 reps à 50 kilos, la deuxième série, ils font la même chose, la troisième série, ils font la même chose. Donc ça veut dire que peut-être la seule série qu'ils avaient de productive, c'était la dernière La série qui dernière. était la plus proche de l'échec. Et la première, elle était probablement à 5 reps de l'échec. Et Ouais. souvent, c'est ce qu'on voit avec des personnes qui ont une mauvaise compréhension en soi de leur programme d'entraînement. C'est ils pensent que ils doivent mettre la même charge et faire les mêmes reps à chaque série. Et du coup, en fait, les 2 premières séries, alors c'est pas vraiment des séries de chauffe parce qu'elles sont quand même un petit peu plus Ouais. proches de l'échec que des séries de chauffe, mais ça reste des séries qui sont beaucoup moins intensives que la dernière. C'est ça. Et c'est aussi pour ça qu'elles ont besoin de plus de volume. C'est juste parce qu'en fait, la moitié de leurs séries sont pas productives parce que la moitié de leurs séries
leur permet juste d'arriver à la vraie série de laquelle ils avaient réellement besoin. Totalement. Mais il y a encore beaucoup de programmes et de gens qui s'entraînent comme ça, surtout chez les pratiquants naturels. Il y a toujours et tu le vois dans la salle, hein, dans les salles, il suffit d'y aller. Tu vois que les gens font souvent 3, 4 séries par exercice constamment au même poids, justement. C'est vraiment un des formats les plus répandus, 4x10 à 100 kilos, 4x12 à 12 kilos, tu vois. C'est vraiment quelque chose de très répandu. Après, moi, justement, ce que je vois, c'est que de plus en plus de personnes naturelles, notamment en Angleterre, je sais pas si vous suivez un peu A.J. Morris, etc., s'entraînent quand même extrêmement mieux que la plupart des gens. C'est-à-dire, leur programme d'entraînement en termes de structure, de volume, d'intensité, c'est plus cohérent que la plupart des trucs qu'on voit. Et même chose, je crois, un des meilleurs coachs de naturel pro au monde, Alberto Nunez, je sais pas si vous voyez qui c'est, 3DMG sur Instagram. Même chose, quand vous regardez les programmes d'entraînement, le volume, c'est plus cohérent que au contraire, moi, je trouve, par exemple, le 4x10, etc., c'est plus des choses qu'on retrouve chez les, on va dire, bodybuilders un peu à l'ancienne, plutôt que des gars, parce que maintenant, les gars naturels, je trouve que justement, ils ont compris qu'il fallait vraiment optimiser le training pour avoir justement les résultats qu'ils pourraient pas. Je te parlais plus des gens lambda en salle. Ouais, lambda, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, lambda, ouais. Après, oui, les compétiteurs, effectivement, c'est vrai que Dieu merci, ça a bien évolué la mentalité, enfin, chez les pratiquants naturels. Et ils arrivent à mieux. En fait, il y a une vraie recherche de l'optimisation maintenant. Tu vois, il y a une vraie recherche de l'optimisation sur l'entraînement. C'est vrai que passé un temps, pendant des années, je me suis arraché les cheveux à entendre la diète c'est 90% et l'entraînement c'est 10%. Et les mecs étaient tellement matrixés sur le fait qu'il y a que la diète qui compte que personne cherchait à optimiser ses entraînements. C'est vrai, hein, tu reviens il y a 10 ans en arrière, tout le monde faisait le même entraînement, quoi. Tu vois, personne se cassait la tête. Mais peut-être nous les premiers, hein, entre guillemets. Et maintenant, ça a changé. Bon, après, le problème étant que sur la diète, peut-être que ça a un peu dérivé du coup, par contre. C'est moi, voilà. Un cacahuète, un peu. Le seul bémol, c'est que l'entraînement, c'est mieux, mais la diète, des fois, là, ça devient un peu, mais bon, encore un autre sujet. C'est un autre podcast qu'il faudra faire. Ça part un peu en vrille, mais bon, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est vrai qu'après, il y a aussi une côté génération, je pense aussi, parce que c'est vrai que les personnes qui ont connu le body d'il y a 20 ans, ils auront peut-être plus tendance à se tourner vers un 4x10. Ah, tu maintiens ta charge. C'est l'objectif de la séance, c'est de maintenir ta charge. Versus, je pense, les nouvelles générations, ils ont plus ce côté-là, ouais. Pour moi, des fois, beaucoup trop. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit scientifisé, tac, prouvé par l'étude. Alors que des fois, ils oublient la composante principale, c'est se faire mal, quoi. Bah, je pense, ouais, le problème, c'est il y a beaucoup de personnes qui tentent de trop optimiser. Alors souvent, moi, on vient me reprocher que je suis evidence-based, etc. Mais sûrement pas à ce point-là, parce que moi, j'ai souvent des questions en Q&A Instagram, c'est comment est-ce que tu fais, quel est le meilleur exercice pour la partie iliaque ou pour la partie thoracique du grand dorsal? Mais souvent, déjà, c'est pas vraiment possible de l'isoler, parce que anatomiquement parlant, c'est pas vraiment possible, même si vous changez un peu l'angle. Mais ensuite, c'est du détail qui, je pense, ne touche que peut-être 2% de la population. Et encore, même en tentant d'isoler un petit peu plus, vous y arriverez pas. Et donc, c'est pour ça, c'est là le problème, c'est de vouloir trop optimiser. Et encore, les gens maintenant, c'est pas tant, oui, est-ce que ça s'appuie sur des études pour le training? Bon, ça, c'est plus pour la diète, mais pour le training, c'est plus, ah oui, mais il y a Kassem Hanson, il a dit qu'il fallait faire du press around pour les pectoraux avec un câble comme ça dans cet angle-là pour la partie claviculaire. Ouais. Au final, c'est souvent beaucoup moins utile que de bien exécuter des exercices un peu plus communs, j'ai envie de dire, avec un volume un peu plus adéquat. Et c'est souvent, vous pouvez peut-être optimiser la sélection d'exercices, mais je pense qu'il y a aussi des limites à l'optimisation de la sélection d'exercices. Après, ouais. Vas-y. Non, vas-y. Ça, je trouve que, tu vois, ce que tu dis, je trouve que, alors plus sur TikTok, je sais pas si vous êtes sur TikTok, mais sur TikTok, maintenant, sur l'entraînement, la moindre chose que tu dis, justement, ils sont la nouvelle génération et à la recherche d'études scientifiques et de preuves scientifiques. Sauf que parfois, c'est sur des choses très évidentes, c'est-à-dire de la biomécanique, donc l'action même du muscle. Et en soi, c'est assez gênant de voir parfois des choses évidentes remises en question
parce que ils en viennent à, tu vois, ne plus comprendre le principe même et à se faire totalement matrixer en fait. Et ça, c'est assez gênant parce que du coup, je trouve que cette génération-là qui est vraiment, qui ne jure vraiment que par les études et qui, littéralement, j'ai discuté avec un gars en message privé l'autre fois qui m'a un peu provoqué. Il m'a clairement dit, je vous chie dessus. Il m'a dit, Gundil, Delavier, Koya et tout, je vous chie dessus. Il m'a dit ça en vocal, hein, j'ai le vocal et tout. Et je me suis dit, waouh, ça va loin, quoi. Tu vois? Je me suis dit, ça va loin quand même. Que le gars dise, je suis pas d'accord, voilà, il y a des études. Mais le gars a dit, je vous chie dessus. Bon, bah, c'est quand même. Ouais, bon, ça, c'est de l'arrogance. Voilà, bon, bien Bah, sûr, c'est de l'arrogance. Bon, c'est de l'arrogance, on est d'accord, mais c'est pas le seul à aller dans Non, non. cette mouvance-là. Et bah, ça fait peur parce que, bon, on en pense ce qu'on veut, mais il y a quand même des bases en biomécanique qui sont inhérentes, enfin, que tu peux pas enlever, tu vois. À un moment donné, certaines Ouais, choses, c'est mais compliqué, quoi. pour rejoindre Louis, c'est vrai que moi aussi en Q&A, j'ai beaucoup de questions. Comment je peux isoler l'infra ou je sais pas quoi, enfin peu importe des trucs. Des fois, tu te dis oula, mais faut se poser des questions quand t'es à Olympia et que t'as un petit trou dans ton dos que tu veux aller chercher, c'est tout. Et, Après, ça et a souvent, c'est toujours des été. personnes jeunes. Ouais, ça a toujours été. Souviens-toi, nous, on disait comment avoir du haut de pec, on te Ouais, répondait essaye d'avoir déjà du pec, tu vois. ouais, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est, enfin, je sais pas toi, mais t'arrivais pas en disant, enfin, je trouve qu'on complexifiait moins les choses et je pense que sur la sélection des exercices, c'est devenu un tel business que maintenant, les gens, même quand ils arrivent en coaching, ouais. c'est, vas-y, fais-moi mon analyse morpho-anatomique et dis-moi tous les exercices qui conviennent à ma morpho. Mais, C'est vrai. mais comme je leur dis, moi j'ai toujours la même réponse. Oui, je vais te dire ce qui est fait pour toi, c'est quand même mon rôle, j'ai été formé pour ça. Je veux dire, c'est quand même la base de tout coach. Hein. Normalement, ça devrait pas être un business. Et le problème, c'est ce que je lui dis. Ok, je vais te mettre un exercice qui te convient sur le papier. Donc la théorie dit que tu dois faire, je sais pas moi, de la presse à 45, c'est parfait pour toi. Sauf que toi, dessus, tu ne sens pas tes quads. À quoi ça sert de te buter là-dessus si je te mets la presse 45 pour faire les quads? À quoi ça sert si je te mets dessus alors que tu ne sens pas tes quads? Ça sert à rien. Donc tu vas faire un autre exo qui te correspond. Pour moi, c'est ça en fait. C'est que oui, c'est très bien d'avoir la théorie, de dire pareil pour le haut de pec, bah toi, t'as des longs bras, donc faut que tu fasses comme ça, comme ça. Mais finalement, toi, en fait, en faisant de l'incliné avec tes longs bras, tu sens absolument que ton haut de pec. Et ben reste dessus. Tu vois. Ah, À partir du après, moment où le mouvement. Ah, vas-y, pardon, vas-y. vas-y. Non, non, Vas-y, 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 t'as vas-y. commencé. Non, mais je disais, à partir du moment où, de toute façon, en vrai, parce que par rapport à ce que tu dis, par rapport à la sensation, moi, ce que je regarde aussi, c'est comment la personne, juste, elle effectue le mouvement. Si le mouvement, en réalité, est bien exécuté, qu'elle le sent moyennement, mais qu'elle l'aime bien, j'ai Oui. privilégié ça à un mouvement que la personne en soi sent très bien, mais fait très mal. Et c'est Mmh, enfin, souvent ça, pour la plupart des trucs, c'est regarder comment la totalement. personne bouge dans l'espace et suivant la manière dont elle bouge, après, tu ajustes le mouvement et souvent, c'est plus des ajustements qu'on fait par mouvement Ouais. ouais. Après, je pense là où il faut nuancer ce que tu as dit, Alex, c'est que tous les coachs ne sont pas du tout formés à ce point-là. Ouais. Et il Ok. faut pas oublier une notion fondamentale. C'est que on est dans un monde, alors quand je dis un monde, je parle de 2023, notre époque, où il y a énormément de coachs, énormément sont venus au métier sans aucune formation, sans diplôme, Ouais, c'est vrai. sans être déclarés. Beaucoup sont venus aussi juste avec un BPGEPS et se sont arrêtés au BPGEPS. Le BPGEPS, les notions toutes les notions qu'on a évoquées sont très faibles dedans. Ce que tu apprends est très basique. Et en plus, il faut le dire, ton niveau à la sortie de ton BPGEPS va énormément dépendre de ton prof de Prof. musculation que tu as eu en cours. Ouais. Parce que les profs de musculation n'ont pas les mêmes niveaux dans chaque école. Et donc, tu peux avoir un prof de musculation qui est, par exemple, très bon en préparation physique, mais une buse en tout ce qui est hypertrophie ou ce genre de choses. Parce que la musculation, c'est aussi divers domaines qui, parfois, n'ont, entre guillemets, pas grand-chose à voir. Et c'est là où c'est compliqué, en fait. C'est que il y a beaucoup de coachs, oui. Il y en a beaucoup non diplômés, beaucoup de diplômés. Mais en fait, même avec ça, tu peux pas dire qui est bon ou non. Tu peux le dire, pour moi, qu'avec les résultats et en écoutant vraiment le discours. Alors,
pas avec un seul réel ou une seule vidéo, contrairement à ce que pensent les gens. C'est qu'aujourd'hui, pour savoir si un coach est bon, bah, faut le suivre suffisamment longtemps, faut regarder suffisamment de son contenu et voir si c'est cohérent, parce que si tu vois tout un tas de mecs qui te font du blabla, et puis quand t'écoutes pendant 2-3 mois, tu te rends compte que le gars est pas du tout cohérent, ni la manière dont il vit, ni la manière dont il parle, ni ce qu'il fait. Et ensuite, bah, faut voir les résultats. Les Encore résultats. une fois, Ouais. s'il y a beaucoup de blabla, que derrière, il y a jamais rien, il y a jamais un client, jamais un avant-après, jamais un résultat, rien. Bon, il faut ensuite se questionner. Donc, c'est là où je nuance un peu et c'est devenu très complexe pour les gens et je le conçois. Et c'est pour ça aussi que je le dis, vendre du coaching en ligne aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur qu'il y a 10 ans. Voilà, moi je le sais, hein, j'en vendais il y a 10 ans. Bah, les gens réfléchissaient beaucoup moins, c'était beaucoup plus simple, ça allait beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué. Et en soi, bah ça se comprend parce qu'il y a il y a beaucoup plus d'arnaques, les gens se font beaucoup plus abuser. Enfin, moi, je vais pas citer de nom, mais j'ai récupéré avec Morgane sur 2-3 mois une dizaine de clients d'un coach très très connu, très très connu. Aucun de nous a des histoires avec lui. Hein. Je sais même pas si vous le connaissez. T'as pas cité de nom, mais c'est fait du coup. Mais non, mais aucun de nous a des histoires avec lui, donc c'est pas ce à quoi les gens pourraient penser. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un vraiment à part. Et donc j'ai récupéré une dizaine de clients et j'ai vu des captures claires et nettes de gens qui ont un niveau vraiment lambda. Et le coach dit bah là si tu veux prendre du muscle, faut prendre des produits. Là si tu veux sécher, faut prendre des produits. Une incitation claire et nette à prendre des produits, des listes de compléments alimentaires, 20, 30 compléments alimentaires et tout ça parce que le gars est sponsorisé. Et c'est quelqu'un de réputé qui écrit des articles, qui fait des réels, qui collabore avec des coachs très connus, des IFBB Pro, etc. Et dont tu as l'impression qu'il a un niveau de connaissance et de recul génial. Bien sûr, dans tous les réels, les vidéos, il dit les produits, attention, moi j'incite personne. Et puis en fait, par derrière, bah, dans les faits, quand tu sors du virtuel dans le réel, bah, tu te rends compte que en fait la pomme elle est pourrie, tu vois. Et la complexité. En fait, et quand tu vois ça, imagine les gens tombent sur ce coach et ensuite ils en cherchent un autre. Imagine quand tu multiplies ces cas, à quel point ça devient difficile pour les gens de choisir un coach, tu vois. C'est sûr. Voilà. C'est pour ça quand vous avez, moi j'aime bien faire des appels avec les nouvelles personnes que je vais coacher parce que ça leur permet aussi de voir vraiment un peu la manière dont vous travaillez et les intentions du coach parce que souvent justement les personnes quand vous faites un appel elles vous racontent les histoires qu'elles ont eues avant avec d'autres coachs, parfois c'est à mon goût un peu inquiétant. Mais ouais, je suis d'accord. C'est exactement c'est exactement ce que tu dis, Anthony. Et puis en plus aussi le nouveau problème c'est les délais de réponse parfois qui sont très longs, qui peuvent c'est aussi le fléau du coaching en ligne, c'est le fait beaucoup de coachs pensent qu'ils ont une liberté totale vu qu'ils font du coaching en ligne. Quand vous faites du coaching en ligne sérieux, vous avez de la flexibilité, pas de la liberté, c'est pas la même chose. Donc c'est ça. Mais ça c'est un peu toujours été, tu vois, à l'époque où moi quand j'ai commencé, quand le coaching en ligne a éclos et a explosé, j'ai réussi à un moment à prendre beaucoup de parts de marché parce que beaucoup ont pris la grosse tête et se sont mis à dire je vais engranger du client, faire du copier-coller et éclater les délais de réponse, donc 48-72 heures. Tu vois, quand la personne a une question pour le soir, qu'elle te le pose le matin et que tu réponds 2 jours après, bon bah ça sert plus à rien de répondre, tu vois. C'est clair. Si c'était ce soir, je te dis une connerie, ce soir je suis invité, je peux manger ça, qu'elle t'envoie à 8 heures le matin pour 21 heures le soir et que tu réponds 2 jours après, bon, bah t'as beau lui faire la meilleure réponse, elle va te dire bah écoute, tu vois, le repas est passé, tu vois. Ouais. Donc voilà, il y a eu toutes ces dérives et je pense qu'en fait aujourd'hui, comme il y a plus de coachs, bah elles sont multipliées en fait. Voilà. Mais parce qu'il y a de l'argent, on en a déjà parlé, du moment où il y a de l'argent à faire et aux yeux des gens, de l'argent facile, bah ça attire toujours les mauvaises intentions aussi. Voilà. Ouais, il y a ça. Après, il y a le côté aussi, bon, le côté argent, mais il y a le côté aussi où ça s'est tellement démocratisé dans les salles, etc., que ça se comprend aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent tenter leur chance dans le coaching. C'est pas que du négatif non plus. Non, c'est sûr. C'est sûr. Bon, pour revenir sur le training, après cette belle aparté, l'intensité. On a parlé du volume. Bon, on voit que le volume, du coup, c'est il y a la théorie, il y a la pratique, et puis surtout l'individualisation, l'adhérence que vous avez à votre training plan, en fait, c'est ça. Et pour l'intensité, maintenant,
Bah, du coup, voilà, on y est. Entraînement à l'échec ou pas d'entraînement à l'échec? De toute façon, c'est lié avec le volume. C'est lié au volume, Parce que forcément. si tu t'entraînes plus proche de l'échec, tu as moins de volume. Si tu t'entraînes plus loin de l'échec, tu as besoin de plus de volume. Mais après, je pense, je serais plus partisan de dire que ça dépend du type de population auquel vous avez affaire et de ce que la personne veut réellement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, naturellement, aiment s'entraîner dur. Et il y a des gens qui, naturellement, n'aiment pas s'entraîner dur. Et donc, même si vous pouvez tenter de dire à la personne, bah là, en regardant ces vidéos, bah là, je pense que tu en avais une ou deux de plus parce que la vitesse de tes répétitions, elle ne décroît pas. Il y a beaucoup de personnes qui, en soi, bah, elles vont dire OK, mais finalement, vous regardez la séance d'après, elle refera la même chose. Et donc, au bout d'un moment, vous vous dites juste, bah, là, je peux peut-être mettre plus de volume à cette personne parce que finalement, cette personne ne s'entraîne pas plus dur. Ouais. Et après, est-ce qu'il faut s'entraîner à l'échec? Il faut s'entraîner proche de l'échec et je pense que beaucoup de personnes bénéficieraient de s'entraîner au moins quelques séries à l'échec pour voir vraiment ce que c'est et après pouvoir réellement adapter la proximité à l'échec sur les séries données. Vous n'êtes pas obligé de vous entraîner à l'échec sur chaque série. Oui, il y a ça aussi qui est important, effectivement. Tout ton entraînement n'est pas forcément obligé d'être 100% à l'échec. Je suis d'accord avec toi. Donc, encore une fois, la plupart des gens s'entraînaient entre l'échec et 3 reps en réserve. On voit que c'est ce qu'il y a de mieux. Et je pense que il y a certaines personnes qui pensent s'entraîner à l'échec, mais qui s'entraînent 3 reps en réserve aussi. Oui, mais de toute façon, je vais te dire, tu l'as vu, je pense, quand t'as été coaché là dans le sud, tu le vois bien que les personnes sont capables, bizarrement, quand t'es là, de faire plus de reps. Ah oui, 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 oui. Oui. Et on est Oui. tous pareils. Même moi, je veux dire, bah justement, quand je m'entraîne avec Amine qui prépare son régional, son pro qualifier, bah, je vais plus loin dans l'entraînement. C'est clair et net. C'est normal, c'est l'humain qui est comme ça. Tout le monde n'est pas Dorian Yates, comme tu disais Anto. C'est pas, Après, moi, je pense juste que l'erreur qu'il y a aujourd'hui, c'est d'expliquer à des débutants ce que sont les reps en réserve. Parce ouais, que du coup, alors, ouais, ça les encourage à faire beaucoup moins qu'est-ce qu'elles pourraient réellement faire. je suis d'accord. C'est-à-dire que là, ça s'est démocratisé depuis quoi? Un an et demi, les reps en réserve dans le milieu francophone. Ouais, Avant, c'est personne en soi bayésien. parlait. Un peu plus, parce que c'est la bayésienne qui a amené ça. Ouais, mais après bon, Après, voilà. ils sont Voilà. justement dans la théorie, Ouais, c'est eux qui ont amené ça, les RPE. Ça fait RPE et 4-5 ans rire. déjà. Ouais, c'est eux qui ont amené ça. Hein. Ils ont amené Après, beaucoup de trucs, eux, quand même. Après, RPE de base, c'est très utilisé en force parce qu'en soi, le management de la fatigue en force, c'est Ouais. une des choses les plus importantes. Et donc, RIR, on utilise ça, nous, parce que c'est simple pour quantifier. Mais encore une fois, par exemple, ça sert à rien de dire à quelqu'un, fais entre 17 et 20 reps sur ta série avec 3 reps en réserve. Parce que plus vous avez une série longue, moins vous êtes capable de quantifier votre échec musculaire. C'est très compliqué de se dire à 17 reps, est-ce que je peux en faire une de plus, 3 de plus? Est-ce que vous avez vraiment envie de réfléchir à ça? Et puis, Non. est-ce que du coup, la fatigue accumulée par 17-20 reps, ça sera telle que vous ne devez pas aller à l'échec? Donc, encore une fois, je pense que, sauf si, par exemple, si demain vous êtes en déficit calorique, il y a peut-être un intérêt pour des pratiquants avancés à aller avec encore une fois, certaines reps en réserve pour manager la fatigue. Ou vous pouvez juste diminuer le volume global. Mais Bah oui. je pense que ça dépend de la préférence personnelle et surtout si vous êtes débutant, tentez de voir vos capacités à l'entraînement, à quel point vous êtes capable d'aller loin dans l'effort plutôt que de se dire ah bah là la première série je vais à 3 reps à l'échec, etc., parce que finalement vous irez jamais à 3 reps à l'échec, vous irez à 6-7 en pensant que vous étiez à 3. Mais encore une fois c'est une prise de tête je pense pour pas grand chose. Ouais. Moi, j'utilise pas du tout RPE, RIR et tout ça. Vraiment pas, avec personne. Je l'ai jamais utilisé et je pense que je ne l'utiliserai jamais, un peu pour les raisons que vient d'évoquer Louis, tout simplement parce que je pense que quand ton niveau de pratique est très avancé, en fait, t'as pas besoin d'avoir vraiment cette notion de RPE, de RIR en tête. Et en fait, avec les gens lambda, de manière générale, et on va dire les non-compétiteurs et les personnes qui sont pas avancées, je préfère en fait leur inculquer que l'important c'est de progresser, tout simplement. C'est de progresser sur, bien sûr, la technique d'entraînement dans un premier temps, parce que ce qu'on recherche avant tout, c'est d'avoir une bonne technique et d'arriver à bien recruter musculairement parlant, même si quand on est débutant, c'est une notion qui est un peu complexe, parce que la connexion cerveau-muscle, sur certains Ouais. muscles, ça peut prendre des années. Et parfois, on a beau essayer 100 exercices, on a l'impression de jamais travailler le muscle en question.
et la personne peut se frustrer, mais en fait, au début, c'est une notion fondamentale, surtout si on s'attend à ressentir la tétanie sur chaque muscle du corps, bon, bah, c'est pas forcément possible. Donc voilà, donc c'est plus cette notion de progrès, de dire, bah voilà, si tu fais sur chaque exercice, sur chaque série, la même chose pendant un mois, il y a un problème. Il faut chercher le progrès, si possible de séance en séance, même si après dans la durée, bien sûr, c'est pas forcément possible. Et puis moduler les programmes d'entraînement tout simplement en fonction de ça aussi. Voilà, moi j'ai cette notion-là en tête et je l'ai même pour moi après 15 ans d'entraînement. J'ai cette notion-là en tête et même moi personnellement, je n'utilise pas tout ce qui est RPE, RIR, etc. quand je m'entraîne. Voilà, si les personnes doivent faire une série à l'échec, bah voilà, on va l'indiquer. Et sinon, on va inculquer cette notion de progrès, voilà. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, déjà, voilà, il y a le niveau de la personne, comme tu dis, comme vous avez dit tous les deux d'ailleurs. Un débutant, c'est peut-être plus intéressant de lui apprendre à standardiser ses reps, comme on dit aussi maintenant. Enfin, en tout cas, avoir une belle exécution, à développer un petit peu de connexion neuromusculaire. Voilà, à travailler tout ça, à progresser de séance en séance, parce que quand tu es débutant, c'est possible. Et puis après, bah, au fur et à mesure, suivant aussi tes objectifs, suivant ce que tu aimes faire. Parce que je veux dire, quelqu'un qui me dit, je sais pas, je veux aller en régional et puis me battre pour la première place au régional. Bon, à un moment donné, va falloir quand même te sortir les doigts et puis mettre de l'intensité. C'est nécessaire. Par contre, quelqu'un qui me dit, bah, je veux m'entraîner juste parce que j'aime m'entraîner et que je veux bien vivre, j'ai pas d'intérêt à lui dire, tu dois aller à l'échec sur toutes tes séries, quoi. Sauf s'il aime vraiment ça. Ouais, après, il y a aussi, je pense, ça après, c'est que mon avis et mon expérience, hein. Il y a un facteur génétique clé à toujours prendre en compte dans tout ce qu'on dit et tout ce que tu fais dans ce domaine. C'est que tu as aussi des gens même des compétiteurs, qui auront une génétique incroyable et qui n'auront pas besoin d'aller à l'échec. Et pour qui le simple fait de s'entraîner et de faire du volume d'entraînement suffira. L'autre fois, Alex, j'ai vu dans tes stories, tu prenais l'exemple de Cutler qui faisait des temps de repos très courts et énormément de volume d'entraînement. Bon, bien sûr, les gens vont dire stéroïdes, produits, mais bon, à ce niveau-là, ils sont tous un peu égaux en termes de produits, etc. T'as aussi dans notre discipline et dans beaucoup d'autres, mais pour moi, c'est vraiment la discipline où c'est le plus flagrant, une part de génétique qui est indéniable. Quand tu vois certains athlètes naturels, le niveau qu'ils ont, bon, après, les gens vont toujours être là à dire oui, mais il est pas naturel. Bon, souvent, c'est des gens qui ont peu d'expérience dans ce domaine et qui n'ont pas vu à quel point la génétique joue, hein. C'est vrai, hein. Quand tu as de l'expérience, tu sais que bah, la génétique en musculation, c'est un facteur qui peut faire une différence démentielle, en fait. Et donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Et je dis plus ça quand les gens regardent un peu sur Internet, à droite, à gauche, les entraînements, et essayent de copier les entraînements d'un tel ou un tel. Bah, la génétique, voilà, elle fait la différence. Ouais, mais alors, Louis, tu vas nous donner ton exemple parce que je pense que tu as un des meilleurs naturels en France actuellement. Il a la génétique, mais de ce que je vois de ses entraînements, il a mis à côté aussi. C'est Yann, je sais pas si tu as déjà vu sur la story, Anthony. Ah, la différence, la différence par contre, c'est que Yann, pour le coup, s'entraîne très dur et je pense n'a pas la meilleure génétique de la planète. Mais au contraire, j'ai aussi d'autres athlètes, notamment féminines, par exemple, qui s'appelle Naomi, qui est en figure, qui est très bien et qui est naturelle. Mais là, c'est le bon exemple que tu as donné, Anthony, parce que elle s'entraîne pas spécialement très dur. Bon, après, elle sera pas vexée, elle parle pas français, donc elle pourra pas regarder ce podcast. mais elle s'entraîne pas très dur. Et par exemple, elle a pas entraîné son haut du corps pendant 2 ans et demi. Et là, elle a repris l'entraînement du haut du corps il y a 6 mois. Et c'est des résultats que beaucoup de femmes n'auront absolument jamais naturellement en s'entraînant très dur. Donc là, oui, il y a des personnes, je pense, qui vraiment génétiquement sont au-dessus. Et après, il y a des personnes, encore une fois, qui ont une bonne génétique et qui s'entraînent très, très dur. Oui. Même chose, hein. Non, vas-y. Vas-y, j'avais rien à dire. Non, mais même chose, il y a un autre naturel avec qui je me suis entraîné ici à Bangkok qui est naturel pro en WNBF qui s'appelle Dirk Heinrich. Alors lui, c'est l'exemple que sans s'entraîner très dur ou avec beaucoup de RIR, certains ont un excellent physique. Parce qu'il s'entraîne, mais même vous le voyez, il s'entraîne pas très très dur, il fait des phases concentriques tellement contrôlées d'environ 2-3 secondes, mais des trucs, l'entraînement,
visuellement parlant, son entraînement est parfait. Mais c'est pas dans l'entraînement très dur. Et pourtant, il s'en sort quand même avec un bon physique. Après, je pense aussi la périodisation de son entraînement est très bien. Et puis d'ailleurs, Anthony, je pense que tu serais content de voir sa diète parce qu'il ne mange pas de fruits et de légumes. C'est vrai, zéro? Quasiment zéro. Et il le montre. Et les seuls fruits qu'il mange, il met genre 50 grammes de miel dessus. Il fait, mais c'est la version très poussée pour le coup, mais que beaucoup de naturels font du Ifitude sur macro. Et c'est hélas pauvre en micronutriments pour beaucoup. Mais parce que à la rigueur, je pourrais comprendre si vous aviez énormément de calories dans la journée. C'est-à-dire que j'ai des gars qui consomment 6000 calories par jour. À un moment donné, vous êtes obligé de mettre 2-3 trucs qui sont moins diètes, sinon juste les gens n'avalent pas les calories. Mais après, quand vous êtes en déficit, bon. Moi, le premier, quand j'ai fait à l'époque où je faisais 104 kilos, le coaching avec Palumbo, voilà, on était là-dedans, mais en fait, il faut que les gens comprennent que c'est pas un exemple sain à suivre, en fait. Voilà, c'est plus le bodybuilding. Le bodybuilding n'est pas enfin, de ce niveau-là, en plus, n'est pas la voie la plus saine qui soit. C'est ça. Mais après, voilà, c'est vrai que je pense qu'on a tous les trois vu des athlètes, même parfois des pros IFBB très volumineux, monstrueux, qui n'ont pas une intensité dingue. Enfin, ils l'ont dans les vidéos. Encore une fois, ils l'ont dans les vidéos parce qu'ils s'entraînent à plusieurs. Et comme tu l'as dit, Alex, tous dans les vidéos, quand tu es filmé, tu sais que tu vas pas te mettre les doigts dans le nez et tu vois, tu vas marcher. Même nous, quand on fait un réel, je veux dire, ou quand on va mettre la vidéo en story, bon, bah, on fait attention à aller un peu plus loin, quoi. Et oui, c'est normal. C'est normal. Mais comme tu dis, enfin, moi, j'ai vu des pros, tu te dis, oui, il y a des gens lambda qui s'entraînent plus dur qu'eux. Mais il y a la part génétique. Après, pour autant, tu vois, si je reprends l'exemple, parce que comme ça, on va citer personne, ça va avec ces personnes. Tu prends Flex Wheeler. Désolé, mais est-ce que si Flex Wheeler s'était pas entraîné plus dur, est-ce qu'il aurait pas été Monsieur Olympia? Bah, surtout si Flex Wheeler tenait bien sa diète. Une diète aussi, ouais. Parce qu'il y a, comment il s'appelle? Il y a Chad Nichols qui avait fait un podcast où il disait justement que la femme de Flex Wheeler l'appelait pour lui dire qu'il avait triché sur la diète. Donc, elle allait le chercher au McDo alors qu'il devait aller s'entraîner, des trucs comme ça. T'as plein de vidéos, ils sont avec Cutler et Cutler a son tupperware et lui, il mange une pizza. Mais après. C'est bon. Non, mais j'allais dire même chose. Dexter Jackson, c'est la même chose. Hein. Dexter Jackson, il disait moi, quand j'étais en déplacement, je faisais pas de meal prep. Hein. Je mangeais à l'aéroport. Donc, ouais, bah, c'est ça le truc. Mais même chez les pratiquants, voilà, même nous, je veux dire, on a des personnes, on les récupère en coaching, tu vois la base physique, tu te dis bon, bah, toi, t'as une génétique qui va t'avantager, mais il faut quand même travailler, quoi. Bah après, voilà, regarde, Louis, tu coaches un des meilleurs exemples pour moi que j'adore, je l'aime vraiment beaucoup, Poisson. Florian, il reprend la prépa avec toi, il te dit, ouais, bah, ça fait 1 an que je fais pas trop la diète, je calcule pas, le gars fait de la force, il est plus sec, plus près que les 3/4 des athlètes qui vont courir une semaine après. Et en plus, le gars fait 120 kilos, et il dit, c'est incroyable, quoi. T'as l'impression qu'il pourrait peser 150 après-demain. Ouais. Tu vois, tu vois, t'as des génétiques, voilà, c'est comme ça. Bah, regarde Nico aussi. Nico, dès qu'il se met un peu à la diète. Puis Nicolas aussi, sa particularité à Nigré, c'est quand même qu'il s'entraînait très dur. Ouais, par contre, ouais. C'est aussi la particularité, c'est qu'il s'entraînait très très dur pendant très très longtemps. Donc encore une fois, vous avez une bonne génétique, vous vous entraînez dur, bah voilà. En plus, non, mais même tu vois, il lâche pas. Mais tu regardes, t'as pris l'exemple de Jay Cutler, mais même si son volume était très important, il s'entraînait quand même très dur. Parce que je veux dire, je pense que les séances qu'il faisait, fallait les encaisser. Tu regardes les vidéos où il s'entraîne, où il fait le dos, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'encaissent. Après, encore une fois, c'est toujours la même chose. Non, c'est moi. Vas-y. On va mettre un bip. Mais t'es un buzz. Non, je disais juste, en plus, je crois qu'il faisait 2 séances par jour et 2 fois cardio par jour. Ça. Sur certaines prep après. On te laisse, Louis, vas-y. Mais non, je sais pas, quand quelqu'un s'arrête, je reprends et ça.
Bon. Non, je disais, mais je sais pas si Jay Cutler s'entraînait à l'échec sur toutes ces séries, là, quoi. Je pense pas. Mais C'est mais ça. tu regardes quand même l'intensité l'intensité, du coup non. Mais tu regardes sur une série, je veux dire, ce qu'il met dedans quand même, c'est quand même pas commun non plus. Et puis il le répète lui. Donc mine de rien, on va dire que l'intensité, il la récupère comme ça. C'est-à-dire que faire des séries à l'incliné à, je sais plus combien il avait mis, je crois, c'était, il y avait 4 plaques de chaque côté, je crois. Et il te fait 12 reps, mais il en fait 3 séries. 180. Tu te dis c'est énorme, tu vois. Tu regardes sur le dos les séances qui se fait, tu dis ouais ok t'as beaucoup de volume, mais putain derrière faut toute la charge que t'as déplacée aussi, ça vaut son pesant d'intensité quoi. Ouais, c'est capacité génétique après, puis les années aussi, hein. Parce que lui, il a commencé 13-14 ans. Donc il y a ça Oui, aussi, les années qui font que tu as plus de capacité de, de, de récupération, etc., hein. Comme dans beaucoup de sports, hein. Maintenant, tu as de plus en plus d'exemples de sportifs qui aussi durent de plus en plus longtemps et sont capables d'encaisser des volumes importants. Tu vois maintenant, tu vois des footballeurs ouais. qui ont 35-36 ans et qui jouent tous les matchs sans problème aussi, tu vois. Ouais. Footballeurs ou d'autres sports, hein. Ouais, même dans le vélo, là, j'ai vu que, tu vois, par exemple, Mark Cavendish, qui est quand même, il doit avoir moins la quarantaine, il continue à être pro et à performer, tu vois. C'est l'Evian, je crois, il boit de l'Evian. Oui. Et Levian ukrainienne, maintenant, il est passé chez Astana, donc je pense que... L'Evian. C'est l'Evian, le secret. Donc, Ouais. Jay Cutler aussi, c'est l'Evian. Ah ouais, il prenait des Levian aussi. Ouais, ça marche pas chez moi encore, mais bon, j'ai toujours Bah, espoir. il y a une J'ai toujours. différence entre, tu sais, il y en a qui m'ont posé la question, oui, mais mon pré-workout, si je l'achète aux États-Unis, c'est pas le même qu'en France. Bah, c'est pareil pour ton Evian. Ouais, c'est ça, ouais. Pareil pour ton Evian. Ouais, c'est Euh, ça, ouais. Le pré-workout, ouais. et d'ailleurs, pré-workout ou pas pré-workout avant une séance? Ça dépend, tu parles des pré-workouts américains ou français. Tu parles Non, de je parle de... ceux qui s'injectent ou ceux qui se boivent? Parce que maintenant, j'ai vu des pré-workouts qui s'injectent, hein, pour de vrai, hein, sérieusement. Ouais, ouais, c'est Donc là, les pré-workouts à base d'acide, là, de chez Amino Asylum, où ils s'injectent le pré-workout avec de la carnitine et tout dedans. Je, je pense pas qu'il y a un réel intérêt à faire ça. C'est surtout quand vous regardez les doses. Alors, certes, vous pouvez en assimiler plus vu que vous l'injectez. Moi, je pense pas que ça soit une bonne pratique parce que, encore une fois, je pense que c'est le premier pas vers vers faire des choses plus illégales après. Oui, Et c'est comme vous commencez par vous injecter votre carnitine et puis après, vous vous dites, ah bah finalement, la piqûre, c'est pas si grave. ouais. C'est ouais, pas c'est Non, ça. donc, difficile. C'est pas non, ouais, c'est pour difficile. ça, c'est un Ouais. peu dommage. Mais pour le pré-workout avant la séance, je sais pas, en vrai, un des seuls ingrédients, enfin, il y en a deux ingrédients vraiment utiles, c'est quoi? C'est la caféine et la citrulline. Je pense Hum, que pour certaines personnes, ça, encore une fois, si c'est utilisé de temps en temps, je pense qu'il n'y a pas de problème à prendre un ouais. pré-workout, même à prendre de la caféine en soi. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Encore une fois, si la composition du pré-workout est vraiment utile, parce qu'il y a aussi beaucoup de pré-workouts qui sont très sous-dosés, et dans ce cas-là, il n'y a pas de réel intérêt. Non, c'est du marketing. Mais bon. Donc, ouais. Ouais, Euh, après, ça reste quand même un budget, donc ça doit pas venir. Le problème, c'est si ça vient en premier dans la liste ouais, c'est des ça. compléments, tu vois. Moi, je pense que avant, il y a une base santé quand même qui est C'est important. fondamentale à avoir. Et puis après, quand tu as cette base-là, Tu si peux tu te as du permettre. budget, si t'as du budget et que tu te sens Hum, comme Chris Bumstead, parce que tu prends un pré-workout, pourquoi pas? pourquoi pas. Pourquoi pas? Tu vois. Technique Surtout, d'intensification. Ah, je t'ai coupé Louis encore. non, j'allais dire surtout maintenant, si tu prends le pré-workout de Chris Bumstead, Bah oui, vu Ouais. qu'il a- c'est le secret stuff. Forcément, t'es Bumstead. Ouais, c'est ça, forcément après, c'est un cadeau. Dans l'année qui suit, t'as ton home gym. Et puis après, t'es Monsieur Olympia. Voilà. faut que j'en achète un peu alors, Du pré-workout. hein. Ouais, celui-là. J'ai le code AIC10, si tu veux. Vas-y. Ouais, commence pas à faire la pub, là. Commence pas. Ça va, c'est ton podcast, ça va. Ça va. Eh ouais, Tu fais sponsorisé. ce que tu veux. Tu fais ce que tu Euh, veux. technique d'intensification. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah pareil. La science, la pratique, votre pratique, et puis la pratique sur vos clients. Et puis ce que vous aimez faire aussi comme technique, si vous aimez en faire. Vas-y, Louis.
On t'a trop coupé la parole. Non, je veux, ah non, j'ose plus parler. Non, mais en vrai, je suis pas. En fait, je pense que moi, j'aime bien pour gagner du temps. D'une manière globale, je pense que c'est la meilleure technique pour gagner du temps, c'est de faire des techniques d'intensification, drop set, superset, des myo-reps, du rest pause. Je pense que ça, c'est des des techniques d'intensification qui sont utiles. Mais je pense que c'est le plus gros intérêt parce que je pense que le vrai problème avec les techniques d'intensification, c'est quantifier sa progression dessus. Et je pense que de semaine en semaine, c'est compliqué de quantifier sa progression sur une technique d'intensification. Alors, je veux pas chipoter sur les détails, mais par exemple, je sais pas, vous faites un superset, bah, combien de temps t'as réellement pris entre la transition de ta série 1 à ta série 2? Alors, c'est du détail et c'est sûrement bête, mais si vous voulez quantifier votre progression de semaine en semaine, bah, faut quand même à peu près savoir, parce qu'il y a certaines personnes qui font un superset, mais au final, le temps qu'elles changent d'exercice, elles prennent 1 minute entre les deux, et puis le temps qu'elles reviennent, elles reprennent 2 minutes. Donc, on sait pas vraiment. Mais après, si la personne a besoin de gagner du temps, je pense que ça peut être utile pour ajouter un peu d'intensité en réduisant un peu le volume par série. C'est-à-dire que vous avez des séries qui sont plus. La série, elle est plus longue, mais c'est plus court que si vous deviez faire une réelle série en plus. Oui, c'est ce que tu veux dire. Donc, voilà mon point de vue là-dessus. À moi? À toi. Alors là, c'est une question beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît pour moi, parce que bon, tout le monde sait que je suis un grand fan et défenseur de Gunjil et de Lavier de manière générale. Donc moi, j'ai eu appliqué les principes et les préceptes pendant très longtemps de ces méthodes-là, et c'est toujours globalement le cas. Et ce que j'aime en fait dans cette approche-là, c'est le fait d'expliquer que en fait les techniques d'intensification c'est très large et que tu as des techniques d'intensification de différentes intensités justement, et qu'il y a technique d'intensification, il y a méthode d'entraînement, c'est assez large. Et au final, faire varier les formats comme ça et les techniques d'intensification entre guillemets peut permettre aussi de pallier un des points les plus complexes auxquels on a tous affaire, c'est la récupération nerveuse. Parce que des fois, quand tu es un pratiquant, ton volume, le volume d'entraînement que tu peux effectuer, la fréquence d'entraînement peut être limité par le système nerveux. Donc, je trouve ça intéressant d'utiliser différentes techniques, mais encore, je vais parler de certaines techniques, mais encore faut-il les connaître pour justement varier au niveau de l'entraînement. Après, pourquoi je dis plus complexe qu'il n'y paraît? Parce que quand tu es coach, après pour moi, il y a une autre donnée fondamentale, c'est que, alors c'est pas trop le cas pour les athlètes, mais plus pour les gens lambda. Je sais pas si vous y êtes déjà confronté, mais voilà, sur toutes les années, j'y suis forcément confronté. Si tu coaches un même client, pendant 4 ans de suite, ok, à un moment donné, sur 4 ans, tu as fait le tour des exercices, ok. La personne, les clients, le schéma des gens est tel que si la personne fait toujours la même chose au niveau de l'entraînement, quand bien même si ça marche, hein, les résultats sont excellents, bah, la personne a un peu l'impression de payer pour rien et que peut-être tu te fous d'elle, tu vois. D'accord. Alors que le programme fonctionne. Et alors, il peut y avoir cette donnée-là, et il peut aussi y avoir une donnée à laquelle on peut tous être confrontés, c'est la lassitude de faire constamment la même chose. Et parfois, les techniques d'intensification, ça peut amener de la variété, ça peut amener voilà un regain d'intérêt pour le programme, pour le client, pour le pratiquant et même pour nous. Et donc, ça peut avoir ce bénéfice-là. Donc, c'est pour ça que c'est vrai que j'en utilise. Alors, pas tout le temps, mais j'ai tendance à en utiliser. Mais comme j'ai dit, c'est large. Ça veut dire que technique d'intensification, pour moi, c'est pas forcément dégressive, par exemple, mais ça peut être les séries de 20. Par exemple, les séries de 20, pour moi, telles qu'elles sont présentées par Gunville dans la méthode de Lavier. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un peu spécifique si on connaît pas. C'est pas juste faire des séries de 20. Par exemple, pour moi, c'est une technique d'intensification qui est intéressante, qui permet de rajouter du volume en taxant moins le système nerveux que d'autres techniques. Voilà, je peux citer, il y a la double contraction, peut-être les contractions un peu isométriques très courtes. En fait, tout ce genre de choses qui peut permettre de rajouter du temps sous tension, parce que
il y a une notion fondamentale, je trouve, qu'on oublie, parce qu'on parle énormément de surcharge progressive depuis ces dernières années. C'est vrai qu'on entend que ça, surcharge progressive, surcharge progressive. Mais à un moment donné, on ne peut pas constamment surcharger progressivement. Tu vois. Il y a un moment donné où, comme tu l'as expliqué, Alex, parce que en termes de temps, tu peux pas t'entraîner forcément le temps qu'il faut dans la journée. Bah, tu peux pas augmenter ton volume, ou en termes de nombre de reps ou de poids, t'es limité. Et donc, les techniques d'intensification, bah, ça peut permettre justement de pallier à ça et d'aller jouer sur d'autres facteurs euh, qui vont permettre de faire progresser sans utiliser la surcharge progressive. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair parce que j'ai expliqué longtemps, mais voilà. Non, c'est vachement intéressant ce que tous les deux vous avez dit. Après, pour moi, il y a le côté, enfin, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Technique d'intensification, déjà, il y en existe à l'appel. Ça, c'est une chose. Après, ce qu'il faut prendre en considération, c'est la personne, si elle aime ça ou pas, et puis si elle a la capacité de le faire. Pourquoi? Parce que je vois souvent des gens qui arrivent chez moi et ils me disent on fait du rest-pause. Et je vais grossir le trait, mais ils font du rest-pause, mais leur max au développé couché, c'est 20 kilos. T'as pas assez de force pour faire ou une dégressive ou un rest-pause, peu importe. Pour moi, t'as pas assez de force pour te permettre ça. Donc, ce qui fait que oui, tu fais une technique d'intensification, mais en soi, elle est pas efficiente. C'est pas qu'elle est pas efficace, c'est qu'elle est pas efficiente. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est un petit peu oublié, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup de techniques d'intensification parce qu'il y a le côté marketing, parce que quand t'es coach, comme tu as dit Anto, il faut un petit peu vendre ta méthode de travail, il faut vendre un plan d'entraînement qui change par rapport aux autres, il faut vendre un plan d'entraînement qui va changer même pour le client de toutes les 6 semaines, par exemple, je dis une bêtise, parce que comme ça, le client, il est content, machin. Donc, du coup, tu te perds un petit peu dans tes techniques, alors que le client n'a pas la capacité de base pour les faire, c'est-à-dire que pas le système nerveux pour, pas la connexion neuromusculaire pour, pas la force pour, pas la capacité de récupération pour, pas le temps pour, plein de choses. Typiquement, moi, à un moment donné, j'ai fait beaucoup de techniques d'intensification parce qu'on m'a demandé de faire ça, j'ai suivi parce que c'était l'objectif, hein, quand tu prends quelqu'un, c'est de suivre ce qu'il te fait. Sauf que je me suis retrouvé avec un quad déchiré, les avant-bras qui étaient défoncés, j'étais très fatigué, ma thyroïde était partie dans les chaussettes, etc. Donc c'était pas le moment non plus de le faire. Tu vois, à ce moment-là, c'était pas le moment de me faire autant de techniques d'intensification. Donc je pense que c'est très bien, mais il faut avoir un certain niveau et on en revient à ce que tu disais aussi tout à l'heure, Louis, c'est savoir périodiser. Tu peux pas tout le temps faire des rest-pauses par exemple à quelqu'un. Tu peux pas tout le temps non plus lui dire tu fais des supersets. Au bout d'un moment, t'es pas Arnold Schwarzenegger, si tu fais des supersets, toi tu vas pas avoir le même résultat, tu vois. Mais c'est pour ça que je trouve que ce que dit Gundil sur ça, je trouve que c'est l'acteur le plus crédible de tout le milieu, de tout notre milieu, c'est qu'il explique que en fait tu peux avoir des techniques on appelle ça intensification, mais j'ai pas d'autres termes en tête. Tu peux en avoir de faible intensité, d'intensité modérée et d'intensité élevée. Par exemple, tu prends une dégressive, ça va être une technique d'intensification très élevée. Les rest pause, ça peut rentrer dans ce cas de figure-là. Tu prends le double contraction, ça va être modéré. Tu prends les séries de 20 que j'ai citées précédemment, ça va être faible, tu vois. Et en fait, lui, il t'explique bien. Bon, c'est vrai que lui est un peu extrême, mais parce que il est spécial. Mais il explique toujours que pour lui, c'est débile d'arriver à prédire un entraînement et le périodiser parce que t'es pas devin. Et comme tu l'as très bien expliqué, Alex, t'étais c'est là où c'est la complexité du coaching et de se faire un programme. C'est que le coach que tu as eu, c'est pas qu'il a pas été bon parce qu'il t'a mis des techniques d'intensification. Non, c'est parce qu'il a pas écouté. Voilà, il t'en a mis au mauvais moment. Et enfin, de base, peut-être que c'était le bon moment. Mais le problème, c'est que sur les bilans, il y aurait dû avoir une modification. Je suis d'accord. Oui, il a dû les enlever, voilà. Dans une prépa physique d'athlète, tu as une périodisation qui est possible parce que tu sais quand est ton échéance, parce que tu sais par quelle phase tu vas devoir passer. Dans le body, c'est pas ça. Pour moi, en tout cas. Dans le body, même dans la prise de muscle en général, même. Ouais, c'est ça. Même pour les gens lambda, tu vois. Tu vas prévoir un plan parce que tu es quand même obligé de prévoir les choses, on va dire. C'est quand même une base. D'ailleurs, je sais que Louis, toi aussi, tu envoies un calendrier à tes clients. Donc, ils ont le calendrier. C'est comme je leur dis, voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais, il y a un gros mais. Suivant tes bilans, suivant tes retours, suivant comment ton corps va réagir,
ce calendrier prévisionnel va changer. Parce que, typiquement, si je reprends mon exemple, là, c'était le moment de changer. Parce que, mon corps, il suivait plus, tout simplement. Moi, je le fais pas, tu vois, j'ai pas de calendrier. Parce que je crois dur comme fer. Alors, ça veut pas dire que je suis meilleur que vous, absolument pas. C'est que mon avis, et non, puisque les gens, tu vois, vont, tout de suite, tu vois, je sais comment sont les gens. Tu vas avoir des Je le commentaires, dis, toi. c'est ma pratique, mais c'est pour montrer aussi qu'on peut discuter. Ça montre le bon exemple. Nouvelle génération de coach, on peut ne pas être d'accord, ne pas faire la même chose et discuter Et et débattre. et se respecter. Mais je ne le fais pas parce que encore une fois, sur ça, je suis vraiment Gundil, même si je suis pas aussi extrême que lui, parce que lui dirait voilà, ce serait trop extrême. Mais je pense vraiment que la seule possibilité pour moi pour être efficace, c'est vraiment de le faire à la semaine, d'avoir un plan et de le modifier limite à la semaine. Et encore même à la semaine, en fait, l'idéal, ce serait même de le modifier au jour parce que Ouais. le système nerveux, il est tellement important au final dans notre activité, sûrement dans plein d'autres sports, mais dans notre domaine encore plus que tu peux pas prévoir en fait. C'est vrai que tu prends un exemple, l'exemple qui me parle le plus, t'es chef d'entreprise, t'es père de famille, t'as beaucoup de stress et tes enfants dorment pas de la nuit. Bah tu fais une période où tu dis là Anthony, tu me coaches. Là Anthony, il faut que tu augmentes les charges. Cette semaine, on va faire du dégressif du truc. Bah si je dors pas de la nuit parce que mes filles elles pleurent et que je suis stressé, bah je vais rien augmenter du tout. Ou alors la première séance, mais les 4 d'après, c'est fini. Ouais, c'est sûr. Donc, il y a cette donnée-là qui est très complexe au final. Encore une fois, on n'est pas devin, effectivement, et je trouve ça très compliqué. C'est pour ça que je le fais pas, voilà. Ouais, mais c'est ce que je dis, c'est que c'est une trame, mais c'est bien ce que j'explique à chaque client. C'est Mm, que à tout moment, ça peut changer parce que chaque fois que tu me fais un bilan, je vais avoir une nouvelle donnée, moi. Et la trame, moi, je m'en fous de la changer. Je veux dire, c'est parce mm, que j'ai pas la science infuse, je peux pas tout prédire dans un an comment tu vas être. Je peux juste te dire, enfin, par rapport à tes objectifs et ce que tu me dis, tous les deux, mm, on aimerait que ça se passe comme ça. mm. Mais, chaque semaine, ça peut changer. Et toi, Louis? Non, mais en vrai, comme tu disais, tu fais pas de calendrier, mais encore une fois, c'est plus une question là, de méthode. C'est-à-dire que le seul principe, c'est que la personne progresse. C'est le but. Je pense que ton but, Anthony, c'est aussi de faire progresser tes clients. Enfin, j'espère. Mm, mm. Mais du coup, encore Oh, une fois, nous, ce oh, qu'on a, moi, je leur prends l'argent, basta. non, encore une fois, et puis faire ce que tu dis, Alex, c'est encore une fois, c'est un calendrier prévisionnel et c'est sujet à des modifications suivant comme la personne se sent. Mais c'est comme demain, vous pourriez très bien dire à la personne, bah, tu vas faire à peu près un surplus de telle durée et là, tu feras peut-être 6-8 semaines de déficit histoire d'eux. Mais ça, encore une fois, C'est pas. le plan de ce que vous pensez qui va se passer. Mais la réalité, c'est que c'est sûrement à plus ou moins 2 semaines, ça va venir changer avec le temps. La même chose pour l'entraînement. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire une programmation sur X semaines et en fait, vous vous rendrez compte qu'au bout de 6 semaines, la personne a besoin peut-être d'un déload ou quelque chose comme ça. Donc, vous allez peut-être réduire le volume pendant une semaine parce qu'encore une fois, là, ça dépend, comme tu le dis, de comment la personne réagit, de sa fatigue, de son stress, de son sommeil. Tu vois, Mm, typiquement, Donc, si tu prends l'exemple des deloads, c'est ce que j'aime pas non plus, parce que j'aime pas les prévoir, moi. Parce que, justement, comme tu viens de dire, Louis, tu vas t'en rendre compte au dernier moment, entre guillemets, et tu dois pas dire, ah, mais non, faut que t'attendes 3 semaines parce qu'on a prévu que ce soit dans 3 semaines. Tu peux pas faire ça. bah, oui, c'est ça pour ça serait. que, vas-y, vas-y. Non, non, je suis d'accord, c'est un peu bête de prévoir les deals. C'est-à-dire que moi, je pense que par rapport au volume que je mets, souvent, j'ai une idée de quand la personne aura probablement besoin d'un déload, mais souvent, ça Oui. vient varier. Vous pouvez pas vous dire, bah, la semaine 10, tu vas faire un déload, et puis, encore une fois, le mieux, c'est de faire un déload réactionnel. Vous voyez comment la personne se Ouais. sent, et ben, c'est là où vous décidez de diminuer l'intensité ou le volume, ou les deux, et peut-être de faire des ajustements ensuite en fonction. Mm. Ouais, de toute façon, tu peux très difficilement prévoir. Parce que, encore une fois, ça se résume très simplement. Prévoir, c'est de la théorie et la pratique est toujours différente de la théorie dans tous les domaines. C'est pas que lié à la musculation. Hein. Demande à un médecin, demande à un scientifique. Enfin, non, pas un scientifique justement, mais demande à un médecin plutôt. Voilà, c'est toujours différent. Tu vois, un médecin va te donner un traitement sur X temps, aucune certitude du résultat final sur 10 patients, que ce soit le même.
tu vois, les effets secondaires, les réactions, etc. Bah, globalement, c'est la même chose avec l'entraînement et la diète. Pour la simple et bonne raison que on est des êtres très complexes et qu'il y a plein de paramètres dans ta vie qui vont jouer en fait. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Mon expérience, c'est que la chose la plus importante que je prends en compte maintenant, c'est le contexte de la personne. Plus que tout le reste, je prends en compte le contexte de la personne. Et tu sais, après, il y a beaucoup de choses que j'ai compris avec le temps. Je pense que ça aussi, c'est important. Ne serait-ce qu'en devenant père de famille, j'ai compris plein de choses. Alors, pour les gens, je parle pour les gens lambda qui sont dans mon contexte, par exemple, des choses qui peut-être, en tant que coach, m'auraient frustré il y a 5-6 ans, m'auraient frustré dans le sens, je me dis, les gens font pas d'efforts ou là, ils abusent. Une fois que tu es dans le contexte des choses, tu te dis, bah non, en fait, les gens n'abusent pas. Effectivement, les possibilités que tu as, l'état de fatigue, etc., et les charges, les responsabilités, ça joue énormément. D'autant plus qu'on n'a pas tous la même capacité à endurer le stress et la fatigue aussi. Donc c'est ça qui est hyper complexe. Mais encore une fois, ça se résume au simple fait que pour moi, et sur ça, je suis catégorique. Un coach ne peut être un bon coach que s'il emploie le principe de personnalisation à tous les niveaux. Voilà. Basta. Ensuite, en fait, ça s'arrête là. Qu'importe tes croyances, ta méthode, etc. Il faut personnaliser et être dans l'adaptation. Sinon, t'es mort. Si t'es fermé d'esprit, il faut pas faire ce métier. En fait, tu seras pas bon. Voilà. D'accord. C'est très, très bien dit. Je pense que ça résume beaucoup de choses. Petit dernier débat, parce que là, il y a beaucoup de réels qui sortent là-dessus. Et d'ailleurs, Michael Gundy y participe quand même pas mal. Et c'est sur les temps de repos. La science dit que pour l'hypertrophie, il faut plus de 5 minutes. Ah ouais. Et la pratique dit quoi? Enfin, en tout cas, pour moi, la pratique dit moins. Non, la science dit pas ça. La science dit qu'il faut se reposer autant que vous avez besoin pour répéter une performance acceptable. Après, je pense encore une fois que ça dépend de l'intensité que vous mettez dans votre série. C'est-à-dire que la plupart, moi, ce que j'aime bien faire, si la personne est débutante, je fixe une fourchette de temps de repos. Par exemple, je dis n'importe quoi, tu vas faire un écarté, tu prendras peut-être entre 90 et 120 secondes. Tu fais un mouvement polyarticulaire, peut-être que tu prendras entre 120 et 180. Je dis n'importe quoi. Mais pour une personne de très avancée, moi, ce que j'aime bien donner comme consigne, c'est prends du repos nécessaire par rapport à la performance que tu as faite. C'est-à-dire que pour mettre de l'intensité extrême sur de la presse à cuisse, je sais pas, par exemple, je prends l'exemple de Yann. Yann se repose le temps qu'il lui faut pour la presse à cuisse et parfois ça va être du 5 minutes, oui. Est-ce que Yann n'est pas musclé? Non. Donc je pense encore une fois que ça dépend. C'est-à-dire que pour des personnes débutantes intermédiaires, je pense que c'est bien de mettre des temps de repos parce que si vous dites à des débutants repose-toi autant qu'il te faut, bah, vous pouvez être sûr que ces débutants vont prendre bien plus de temps de repos que ce qu'ils auraient réellement besoin parce qu'ils vont parler à droite à gauche, regarder leur téléphone, faire d'autres trucs. Je pense que pour un pratiquant avancé qui est consciencieux sur sa progression, je pense qu'ils prendront ces temps de repos à bon escient pour justement récupérer et se préparer pour la série d'après. Et c'est là la différence. Donc, je pense que 5 minutes de repos pour certaines personnes, ça peut être valable et je pense que pour d'autres, c'est absolument inutile. Donc, c'est encore une fois l'individualisation par rapport à la personne. Ouais, c'est ça. Et le côté, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est un petit peu, c'est pas forcément tout en traqué, mais bon, justement, tu es sur une série d'écartés, tu vois que ton rythme cardiaque il redescend plus vite. Donc, tu peux répéter ton effort plus facilement derrière. Et versus un squat, bah, tu vas mettre plus de temps, un squat ou un développé. Je prends pareil, un développé halter versus un développé à une Smith machine. Pour moi, ton temps de repos n'est pas le même. Parce que ton développé halter, il va te taxer beaucoup d'énergie. Pas d'avis? Si. Déjà, je voudrais juste revenir sur une chose parce que souvent les gens se fourvoient à ce sujet. Quand on parle de Gundil qui prend le temps de repos, deux choses. Déjà, il faut pas oublier que Gundil est un gars qui lit les études scientifiques depuis plus de 30 ans et qui continue à le faire. Donc tout ce qu'il fait c'est pas un gars de la broscience, très loin de là, il l'a jamais été. Et ce n'est pas non plus quelqu'un qui dit que tout ce qu'il fait doit être reproduit, bien au contraire. Donc en fait, effectivement, c'est quelqu'un qui se repose peut-être 30-45 minutes entre les séries, mais il a jamais dit à quelqu'un d'autre de le faire. C'est la première chose.
Et en plus, il le fait parce qu'il s'entraîne chez lui et que pendant ses temps de repos, justement, en même temps, il écrit ses livres, et il lit des études scientifiques, etc. Et sa façon de faire est très, très particulière et il a jamais dit que c'était la façon de faire. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que moi, personnellement, je ne compte plus du tout mes temps de repos, maintenant, absolument plus. Et je prends le plus de temps que je peux entre chaque série. Le facteur limitant étant, pour absolument nous tous, qui bossons, etc., le temps à disposition. Parce que si je pouvais prendre 10 minutes, je les prendrais, sauf que s'il est tard le soir, je vais avoir le téléphone qui sonne et je vais me faire engueuler si je reste jusqu'à minuit à la salle. Donc, on peut pas rester 4 heures à la salle. Donc, il y a cette notion de temps qui est fondamentale, c'est de pouvoir faire le volume dans le temps imparti. Donc, le temps de repos, il va aussi dépendre de ça. Ensuite, il va dépendre de tous les facteurs que vous avez cités. Je suis d'accord avec absolument tout ce que vous avez dit. Mais je pense effectivement que le temps de repos, c'est quelque chose qui, pendant trop longtemps, en musculation, a été mal compris et qu'on a confondu en fait travail cardiovasculaire, travail cardiovasculaire et travail musculaire. Et aussi, on a confondu intensité justement d'un effort cardio, du fait qu'il faut se sentir essoufflé, qu'il faut avoir transpiré à la fin d'une séance de musculation pour prendre du muscle, de ce qu'il faut vraiment, c'est-à-dire être, comme on l'explique depuis le début, productif si possible à chaque série et progresser de séance en séance. Donc je pense que voilà, la notion elle est là, qu'on peut partir sur un temps de repos prédéfini, même trop court, mais que si on voit qu'on n'arrive pas justement à progresser de semaine en semaine, c'est peut-être un point aussi à ajuster. Par exemple, je fais 3 séries de squat et je prends 1 minute 30 de repos et je n'arrive pas du tout à augmenter ma charge alors que c'est 100 kilos. Sans doute qu'en augmentant mon temps de repos, ça changera la donne. Donc, c'est aussi pour les gens quelque chose à réfléchir. S'ils progressent pas et qu'ils ont des temps de repos très courts, voilà, c'est une notion à avoir. Et je pense et inversement, s'ils sont peut-être trop longs parce qu'on fait rien, effectivement. Non, parce que tu sais, il y a souvent le problème de les machines adducteurs. Souvent, les gens sont au max. Ils peuvent pas mettre plus. Du coup, ton facteur de progression, ça peut être ton temps de repos que tu vas diminuer. Oui, bien sûr. Tu vois, ça peut marcher dans les deux sens. Bien sûr, donc le temps de repos, c'est un facteur qu'on peut faire fluctuer. Après, encore une fois, voilà, je pense, comme l'a très bien dit Louis, que quand on est un pratiquant avancé réellement, on se pose plus la question, en fait. On le sait. Normalement, on le sait. Et moi, personnellement, voilà, je chronomètre même plus. Je le fais quand je le sens, tout simplement. Mais voilà. Quand je me suis entraîné avec toi, tu comptes pas les reps, tu comptes pas les séries, tu comptes pas le temps de repos. Ouais, je compte. Oui, je compte même plus les reps, c'est vrai. Mais après, je prépare pas Mister Olympia ah bon? Non, pas cette année, non. 2024. Ouais, peut-être en tant que spectateur, peut-être. Ouais, c'est déjà ça. Ouais, c'est déjà bien. Coûte déjà cher. Et ça coûte déjà cher d'y aller en spectateur. Je vais te dire. Pour pas paraître ridicule dans l'assemblée avec tout le monde. Ouais, peut-être pas mal. Pense que c'est foutu, ça. Je pense qu'il me faudra 10 ans parce que non, mais voilà. Après, oui, effectivement, je compte ni les reps ni je pense que les gens qui suivent mes vlogs ont vu que je comptais pas, mais parce que après, voilà, c'est, comment dire, c'est très particulier, mais je fais pas faire ça aux gens. Je dis comme Kelvin, ne faites pas ce que je fais. Écoutez ce que je dis, inspirez-vous, mais ne copiez pas. Encore une fois, c'est propre à moi, mais effectivement, tu sais aussi pourquoi je compte pas les reps? Parce que chaque fois que je m'entraîne avec quelqu'un, je me suis rendu compte que je ne savais pas compter. Parce que tu vas ailleurs dans ta tête. Non, mais souvent, je dis à par exemple, Morgan c'est avec qui je me suis entraîné plus souvent. Je lui dis, j'ai fait 10 reps, là. Il va me dire, non, t'en as fait 7. Ah, merde. Oh, putain. Et à chaque fois, c'est sûr que je sais pas compter. Donc. C'est compliqué. Donc, j'ai arrêté de compter. Je suis pas un gars, je suis pas aussi intelligent qu'il n'y paraît. Le mythe du body qui sait pas compter. Allez hop, ça suffit. C'est un peu ça. Allez, pour finir, juste, chacun à votre tour. Quelle est la méthode d'entraînement que vous préférez sur vous-même et quel est le bodybuilder qui vous a le plus inspiré sur l'entraînement ou qui est le plus inspirant pour vous sur l'entraînement? Méthode d'entraînement, tu veux dire méthode d'intensification?
Ouais, ou même si c'est pas une méthode, si c'est juste un top set, back offset, c'est juste ça, tu vois. Ah oui. Ouais, bah oui, moi top 7 back offset, je trouve que c'est souvent le mieux. Ou j'aime bien les myo-reps. En vrai, myo-rep, je trouve ça sympa. Ça fait gagner du temps, ça ajoute un peu d'intensité. C'est simple à quantifier parce qu'en soi, vous changez pas la charge. Et c'est simple pour compter aussi. J'ai peut-être le même problème qu'Anthony sur compter des reps. Donc les myo-reps, Ça c'est me plutôt rassure. simple. Faut savoir compter jusqu'à 5. Ça, j'arrive encore à le faire. Donc en vrai, c'est ce que je préfère. Et moi, mon bodybuilder préféré, c'est Jay Cutler. Après, j'irais pas dire que son entraînement, c'est ce qui est le plus inspirant. Mais non, en termes d'entraînement, celui que je préfère, moi, c'est Jordan Peters. Ah ouais. Mais de loin, parce qu'en fait, au-delà de s'entraîner très dur, il s'entraîne tellement bien que c'est absolument incroyablement beau à voir. Et c'est quelque chose pour moi, je trouve vraiment que ça se rapproche de l'art parce qu'il s'entraîne vraiment très très bien et très très dur et c'est très très beau à voir. Quand vous le voyez faire du soulevé de terre jambes tendues à 300 kilos pour plusieurs reps, c'est au-delà d'être impressionnant, c'est incroyable. Mais c'est du coup, je pense, le bodybuilder amateur le plus connu au monde. Oui. Petit aparté, il veut pas essayer de devenir pro là, j'ai vu, non? Si l'année prochaine, il va faire il a dit que l'année prochaine, il veut passer pro et qu'ensuite il arrêterait. Ah, ensuite, il veut arrêter, ok. Ouais, il a dit qu'il ferait jamais de compétition en pro parce que ça l'intéresse pas. Il se fait coacher, non? J'ai vu qu'il se faisait coacher pour ça. Il est coaché par Stephen Boss Out of Flow. Ah, mais que pour la diète alors, non? Bah, pour la diète et ce qui va avec, mais pas pour le training. Oui, oui, je me Pour le doute. training. Mais c'était Les vieux. bah, parce qu'en fait, Pour les ouais, il viands, était ouais. déjà coaché par lui. Donc, pour les viands. voilà pour ma réponse, Et, Alex. C'est bien, c'est bien. Anto, vas-y. bah, méthode d'entraînement. Après, moi, j'aime maintenant faire le moins de séries possible. Je veux dire, si je peux faire qu'une série par exo, c'est mon rêve. Une série effective, mais même une série tout court, ce serait génial. Mais bon, voilà, c'est pas possible. Voilà. Et me reposer le plus longtemps possible. Mais, du coup, forcer le plus possible sur chaque série, vraiment, tu vois. Donc voilà, je suis plus pour ça à titre personnel. Voilà, tout simplement. Je n'utilise plus maintenant, moi, aucune technique d'intensification à titre personnel. Je fais juste ça. Mais encore une fois, j'ai pas actuellement d'objectif de préparer Olympia. On verra peut-être l'an prochain. Mon bodybuilder préféré, bon bah, je vais pas être original, c'est Jay Cutler. Et ça, tous ceux qui me suivent le savent. Ça a toujours été depuis que j'ai 14-15 ans. Après, je pense que c'est notre génération aussi. C'est Ouais. sans doute pour ça. Et je trouve que, en fait, ok, c'est pas le gars peut-être qui a l'entraînement le plus parfait, mais je trouve que c'est un des gars les plus intelligents dans tous les domaines, plus posés et réfléchis. Et même aujourd'hui, quand il parle, quand il fait des interviews et tout ça, voilà, j'aime bien sa façon d'être et de communiquer. Donc voilà. Et après, le bodybuilder actuellement, mon modèle en termes d'entraînement, honnêtement, je saurais pas dire parce que j'en suis pas beaucoup et en tout cas ceux que je suis, je les aime bien, mais je m'entraînerai pas forcément comme eux. Donc, si peut-être, c'est vrai que Jordan Peters. Après, je le suis pas trop. J'ai vu un peu comme ça. J'ai vu que oui, le gars a une force incroyable. Déjà, c'est un cube. Le mec, c'est un cube déjà. Non. Et par contre, il est pas très. Je le trouve. C'est beau comme il s'entraîne, mais je le trouve pas. Ouais. Voilà, c'est pas mon physique. Voilà. Mais oui, il est incroyable. Mais après, sinon, non, j'en ai pas trop d'autres en tête, honnêtement. Là, je suis quelques Américains que je regarde des mouvances science-based justement. Tu vois, qui regardaient un peu cette mouvance, comment ils s'entraînent. Mais je trouve ça un peu bizarre parfois. Je trouve ça un peu bizarre. Donc eux déjà ne m'inspirent pas. Ouais, non, j'en ai pas en tête, je sais pas. Peut-être Alex, tu vas m'en dire un qui va plus me Ouais, mais je peux dire beaucoup de conneries, moi, comme tu sais. Tu voulais dire Vas-y. quelque chose sur Jordan Peters, toi, Louis? J'allais dire, en vrai, quand vous le voyez en vrai, je l'ai vu 2 fois, il est vraiment beaucoup, beaucoup plus impressionnant, je trouve, qu'en vidéo. Parce que je l'ai vu une fois quand il avait perdu 10 kilos parce qu'il avait arrêté le body et une fois quand il a repris. Mais les trapèzes supérieurs, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Alors Moi, je pourtant, trouve j'ai que déjà vu même. Vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, et Samson Doda, même Ah oui. chose. Samson Doda, en vrai, il est très, très, très impressionnant à voir. Et puis, Contrairement à d'autres
Même il y a d'autres Open que je trouve pas si impressionnants à côté d'eux. Mais Jordan Peterson, je me rappelle sa dernière compète, c'était en Espagne, je crois. Hein. Et de dos, c'était quand même vraiment, il a un dos de pro. Par contre, de face, c'est du palumboïsme, quoi. Donc c'est un peu pas beau. Ouais, c'est un cube. C'est un cube. Un cube. Ouais, mais bon, après, c'est Ouais. pareil, avec les efforts qu'il fait, c'est à peu près logique, quoi. Puis Mm-hmm. toutes les viandes qu'il boit à côté aussi, c'est Ouais. logique. Bah, l'eau, ça gonfle le ventre hein, quand on boit trop. C'est ça. Faites attention. Après, pour moi, alors attends, la méthode que j'aime le plus sur moi, je pense, en vrai, il y a deux méthodes. En vrai, j'aime bien aller comme toi, au moment maintenant j'en fais, au mieux je me porte, en sens où je suis plus capable d'encaisser 4 séries. Tu sais, j'ai même testé le 10x10, parce que quand tu étais en BPGEPS, on te dit tu testes 10x10. Ça, je l'ai fait. Maintenant, je suis incapable de faire ça. Je suis plutôt moins de séries. Par contre, bon, bah, j'essaie d'avoir l'intensité maximale. Et ce que j'aime bien rajouter, c'est les respos. Ça, c'est mon truc que j'aime le plus. Mais ça, c'est personnel. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est sur les exos où je ne vais pas autant à l'échec, c'est rajouter une excentrique contrôlée. Pour moi, c'est vraiment intéressant. Mais après, ça, c'est parce que moi, j'aime. Après, je pense que le body sur l'entraînement qui m'inspire plus, ça doit être Milos Sarcev, je pense. Non, c'est pas vrai. Ah, Sarcelles. Non, je sais pas. Je vois pas trop comment il s'entraîne. Il entraîne les gars. Comment lui s'entraînait ou comme il entraîne les gars? Je crois qu'il s'entraînait quand même pas mal en Giant Set, lui aussi, hein, déjà. C'est pour ça que je te demande. Mais non, ça, des Giant Set, je peux pas, j'aime pas du tout. Non, je pense que le body qui m'a le plus inspiré, sur lequel je me retrouve le plus, c'est Dorian Yates. En termes d'entraînement, je parle. Ok. En termes Ah oui. d'entraînement. C'est vrai qu'il avait une technique d'entraînement très propre aussi. Hein. Et propre, et Franchement, les puis, mouvements, tu sais, quand tu lis son logbook, parce que je l'avais acheté, tu sais, il l'avait mis en ligne, il l'avait commercialisé. Tu vois qu'au fil des années, il a vraiment réfléchi. Bon, un peu trop tard des fois, parce que c'est parce qu'il s'était blessé, mais il a réfléchi pour optimiser les choses par rapport à lui. Ouais, ouais. Et avec le peu de machines qu'il avait aussi à l'époque. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, le lire sur le logbook, ça te permet de comprendre, comme tu disais au début du podcast, qu'il faisait pas une seule série, quoi. Ça, c'était Oui, un oui. peu. Et après, peut-être les bodies qui m'inspirent le plus en ce moment, enfin. Et d'ailleurs, il a pris sa retraite. Je pense que c'était Yann Vallière que j'aimais beaucoup regarder s'entraîner. Il s'entraînait bien, lui? Ouais. Très lourd et assez bien, ouais. Celui qui s'entraîne très lourd et très bien aussi, c'est Justin Shire maintenant. Oui, c'est vrai. Un peu le même principe, un peu. Ouais, incroyable, incroyable. Mm. Et puis non, et sinon aussi en femme, je sais pas si vous suivez Makayla Aycock. Je pense qu'il voit qui c'est, Alex, non? Non, je vois pas qui c'est. Moi, je Connais pas. vous l'enverrai. Ouais. C'est une femme bodybuilder, elle a 26 ans, on a l'impression qu'elle en fait 45. Ah, ça va. Ouais, bah, ça, Ah ouais, là, oui, c'est Ça, les ça. viands. C'est les viands, ouais. faites attention, C'est ça, Ouais, ouais. ça, Ça tire, ça fait des rides. ça accélère le vieillissement. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais après, en vrai, quelqu'un aussi qui a été très inspirant sur le training, c'était Nico, tu vois. C'est pas pour lui cirer les pompes que je dis ça, mais clairement, la série de vidéos qu'il avait fait à une époque, c'est très, très inspirant. Ouais, ouais, ouais. Après, ouais. Après l'entraînement, c'est vrai que si j'aurais dû dire, pour être original, il y a quand même il y a des pratiques naturelles aussi qui quand même ont montré des bons exemples, je pense, dans l'entraînement, tu vois. Même fut une époque, Rudy Koya, il a montré un bon exemple que les gens auraient dû plus suivre. Après, maintenant, je le suis plus du tout, mais si tu prends 7-8 ans en arrière, c'était quand même un bon exemple d'entraînement qui a bien rationalisé les choses avec cet exemple de surcharge progressive, de technique, d'adapter, de personnalisation. Donc, tu vois, c'est vrai que c'est quelqu'un qui aussi m'a beaucoup inspiré, m'a donné l'idée de faire ce métier de coach en ligne parce que c'était le tout premier. Mm. C'est vraiment, vraiment le tout premier, il y a 15 ans, qui a eu cette idée qui était géniale, bon, qui venait sûrement des Américains encore une fois, mais voilà, donc il y a aussi toute cette mouvance un peu, qui était le site Superphysique à l'époque, qui a beaucoup aidé, je trouve, à arrêter de faire n'importe quoi, parce que sinon, on copiait les programmes de Flex Magazine Ouais, putain, je l'ai fait, ça aussi. et Muscle Fitness, et bon, c'était C'était pas ouf. compliqué d'aller 2 fois par jour à la salle et de rester 2 heures pour faire 30 séries par muscle, c'était un peu long. Ah, du coup, ça m'étonne qu'il n'y en ait pas un de vous deux qui ait cité l'entraînement de Rich Piana aussi. 8 heures.
8 heures pour faire les bras, c'est pas mal. Ouais, c'est le 8 hours arm day. Et puis, il y en a un autre. Il n'y a pas aussi son entraînement pour les pecs qui est long? Non, je sais plus. Sûrement, il a dû faire une vidéo Mais aussi. tu sais que, petit aparté, j'étais ultra fan de Rich Piana, mais vous imaginez pas, même pas à quel point. Ouais, Et quand il est mort, j'ai cru que j'avais perdu tellement je à la regardais nuit. ses vidéos tous les jours. Je regardais ses vidéos tous les jours. Quand il est mort, j'ai l'impression de perdre un membre de ma famille. Tu sais, tu vois le gars tous les jours. Et alors, bien sûr, je dis ce qu'il faisait en termes de diète et d'entraînement et de produits, on met à part. Mais j'adorais vraiment ce gars pour ce qu'il était, en fait. Ouais. Tu vois. Non, c'est vrai. Et j'ai eu la chance de le voir au FIBO. Alors, de le voir, on se calme, hein, j'ai pas mangé avec lui et passé 3 heures. Mais je l'ai vu au FIBO. Déjà, il était impressionnant. Vraiment, c'était un monstre. Ouais. Mais un monstre Ouais. incroyable. En termes de volume, hein, c'est pas esthétique, mais, et j'en ai vu, hein, j'ai vu Rami ce jour-là, j'en ai vu. Mais alors lui, c'était incroyable. Ouais. J'ai eu une photo avec lui. Et voilà, j'adorais vraiment ce gars. Vraiment, je le trouvais incroyable. Ouais, mais sur son stand, parce que moi je l'avais vu à l'Arnold Classique, c'était incroyable. Ouais. Ouais, il y avait du monde, hein, son stand, hein. Les Ouais. gens, franchement, il y avait autant de gens qui testaient ce gars, qui Ouais. l'idolâtraient, qui l'adoraient. Ah. C'était vraiment, après, moi, je trouve que c'était un gars qui avait l'air très authentique et sincère et qui assumait, ce que j'aimais bien, c'est qu'il assumait à 100% ce qu'il était et que jamais il te disait qu'il était au-dessus des autres ou qu'il était supérieur, au contraire. Et voilà, c'était vraiment l'Américain dans toute sa splendeur extrême dans tous les domaines, C'est ça. qui Ouais, mais d'ailleurs était il avait une bonne façon d'aborder les choses aussi, quand même. ouais, qui était extrêmement riche d'ailleurs bien avant Alors, la muscu et le c'est body, parce pas, qu'il ouais. il avait fait fortune dans l'informatique au tout début de l'informatique. Mm. Et il avait expliqué dans une vidéo, je te dis, je regardais tout, mais j'étais tellement fan de ce gars. Mais c'était un pauvre gars, parce que les femmes, ils se faisaient toujours avoir par les, j'aimerais trop faire une vidéo sur sa vie, parce que vraiment, j'étais fan de ce gars. Je te jure, quand il est mort, je me souviendrai toujours le jour où il est mort. En plus, il est mort tellement bêtement. Ouais, bon, ça. Bon, les gars, je crois qu'on a fini. Merci à vous deux, c'était super cool. Je pense que Merci Merci, beaucoup. Alex. il y aurait des débats à faire pendant des heures sur l'entraînement, en vrai, donc, On là, peut on faire a, la diète la prochaine fois. Parce que la Ouais, c'est ce que diète, j'allais dire. On pourra faire la diète. eh ben, avec ouais. grand plaisir, surtout que j'apprends de telles choses chaque jour qui passe que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Sur la diète, Ouais, ouais, ouais. Je vais en parler en story là aujourd'hui parce que j'ai eu plusieurs retours de personnes naturelles qui ont des très bons physiques et qui sont avec des 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps, pas de glucides, pas de lipides, à quelques jours d'une compète. Et je me dis, mais c'est de la folie furieuse. 4 grammes, ça va. Et Non. oubliez pas de couper le sel, de couper l'eau, parce que comme ça, c'est l'eau que vous avez dans votre ventre qui va se coller à vos muscles. Voilà, voilà. L'eau que t'as dans le ventre, il va se... Ah ouais, Ouais. grave. C'est, on est en retard. C'est un... On est en Mais retard. ils sont coachés ou ils sont... Oui, c'est pas de leur propre fait. C'est ça qui me dérange, c'est que c'est pas de leur propre Ah, fait. Eh ben, on en ouais, parlera bah, dans un prochain podcast. Voilà. Donc, restez autour connectés. autour d'une pizza, Non, moi, je mange propre. Moi, je suis en diète. ouais, tu Alors, peux faire non, mais la... c'est ce que j'allais dire. Du moment qu'il a respecté macro, c'est bon. Ah oui, c'est Ouais, vrai. c'est Bah, bon. faudra que je la pèse, c'est tout. Faut Ah juste que je ouais, la pèse. franchement, tu connais rien. Hein. Ah, putain. Bon, merci les gars. On se dit à très vite. Allez. Et puis, merci Ouais, à tous ceux qui vont écouter. j'ai mon Uber Eats qui Allez, très arrive. vite. Allez, ciao. Ciao.